Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et bienvenue à cette seconde soirée mathématique de Lyon. Alors d'abord, laissez-moi vous dire que je suis super heureux de vous retrouver, de nous retrouver tous ensemble autour des mathématiques. Alors avant que je me lance dans des grands discours, etc., dites-moi si on m'entend. On voit arriver notre invité. Donc dans le chat, dites-moi si vous avez un bon retour son ou si on a des petits soucis. On vous entend très bien. Très bien. Alors je continue. Si le son est OK, je continue. Donc bonsoir à toutes et à tous. Donc je vous disais que j'avais énormément de plaisir de vous retrouver pour cette soirée mathématique de Lyon en distanciel. Et comme on fait ça en distanciel, ben, le format change un petit peu par rapport, disons, à une soirée traditionnelle. En particulier, au lieu d'avoir une conférence classique, on va avoir un exposé sous la forme d'un entretien entre notre invité et moi-même, et en fait nous-mêmes, puisque je vous encourage très chaleureusement à interagir dans le chat, à poser vos questions. On a les modérateurs de l'équipe SML qui vont animer ce chat et qui vont également veiller à ce que je transmette les questions que vous formulez. Et si je ne le fais pas, je pense qu'ils vont me tirer les oreilles. Et ça sera très bien. Euh, Avant de se lancer, je vous rappelle que ces soirées, elles sont organisées conjointement par 5 établissements qui sont dans un désordre le plus aléatoire possible. L'École normale supérieure de Lyon, l'École centrale de Lyon, l'INSA de Lyon, le lycée du Parc et l'Université Claude Bernard Lyon. Alors il est temps maintenant d'accueillir notre invité comme il se doit. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui Pierre Dehornois, qui est maître de conférence à l'Institut Fourier à Grenoble. Pierre, bonsoir. Bonsoir Vincent. Alors, ta conférence, le nom de ta conférence finalement rayonne de celui d'une mathématicienne hors norme, et j'aimerais qu'on commence par elle. J'aimerais que tu nous parles de Myriam Mirzakhani. Oui, alors Mariam Mirzakhani, parce Ouais. que du peu que je sais de persan, on dit Mirzakhani, donc était une mathématicienne iranienne, toute récente, une mathématicienne du 21e siècle en fait. Elle est née en 1977 à Téhéran, la capitale de l'Iran, et elle est malheureusement décédée en 2017 d'un cancer du sein, donc à l'âge de 40 ans. Et néanmoins, en 40 ans, et donc une carrière mathématique plutôt de l'ordre de 15 ans, elle a démontré beaucoup de très jolis théorèmes. C'est de ces théorèmes dont j'aimerais parler ce soir, en fait. Alors, justement, je vais quand même commencer par parler d'elle. Alors oui, il y a quelque Peut-être chose qui est un des déjà traits. assez incroyable, c'est que je vois qu'elle est née à Téhéran, elle est née en Iran. Donc comment on fait une carrière mathématique à partir de l'Iran finalement? Alors, je pense que si tu demandais à un Iranien, il commencerait par te dire, mais l'Iran est un pays de sciences et de mathématiques Ah depuis non, non, plusieurs non, mais millénaires. y a aucun souci. Non, non, je trouve que c'est la particularité Ouais. justement. Donc Ouais. oui. Non, mais donc son histoire est très intéressante. Donc, elle était née à Téhéran. Alors, note qu'elle est quand même pas née. Peut-être qu'elle aurait pu, mais en tout cas, elle n'est pas née au fin fond de l'Iran. Elle est née à Téhéran, et en particulier, à partir de l'âge de 11 ans, tu vois, elle est allée dans un lycée dont le nom vous dira sans doute pas grand-chose, mais qui était un lycée pour jeunes filles très douées. Ils avaient un programme en Iran, un programme pour enfants doués, et elle a pu rentrer dans ce collège, en fait, collège-lycée, réservé aux enfants. Enfin, il y avait des tests d'entrée et elle était très forte et elle est rentrée dans ce lycée. Et elle avait un environnement familial qui était autour des sciences? Oui, alors bon, je sais peu de choses de son environnement familial, mais quand même son père était ingénieur, donc oui, elle avait un environnement autour des sciences. Et elle raconte elle-même, donc elle avait deux frères, et donc son grand frère en particulier, qui était donc plus grand qu'elle, lui racontait beaucoup de choses qu'il apprenait à l'école, et peut-être que c'est ça que ça a pu aider à donner une vocation. Cela dit, elle dit elle-même qu'étant une petite fille à 8 ans, elle se rêvait plutôt écrivaine que mathématicienne. C'était une personnalité curieuse, mais qui n'avait pas du tout enfin, disons, à 4 ans, c'était pas clair que ça ne fait pas la fibre
la fibre qui lui est tombée dessus à 4 ans. D'après ce qu'elle raconte, et d'après les témoignages qu'on sait d'elle, c'est vraiment durant ces années de collège-lycée qu'elle s'est pris d'amour pour les mathématiques et qu'elle est devenue très forte en mathématiques. De ce qu'elle raconte aussi, il y avait un trait, c'est qu'effectivement, elle était très forte en mathématiques, mais surtout, elle était très batailleuse et très travailleuse. Et en particulier, l'Iran peut-être l'Iran des années 80-90 jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui. En tout cas, à cette époque-là, quand on était une fille, il fallait se battre un petit peu plus, et en particulier, pas très loin de son lycée, il y avait un autre lycée un peu équivalent pour les garçons, à la différence près que les garçons, ils faisaient des compétitions de mathématiques, alors que les filles, a priori, n'en faisaient pas. Et elle, avec son amie Roya Zohravi, s'est battue pour pouvoir participer à ces compétitions. Elle a été la première fille à participer aux compétitions mathématiques pour les jeunes collégiens en Iran. Et très vite, elle les a gagnées, ces compétitions mathématiques. Donc quand il y a marqué Olympiade internationale de mathématiques, ça veut dire que... Oui, il y avait d'abord Olympiade nationale, et justement en 1994, elle a été la première femme à intégrer l'équipe d'Iran aux Olympiades internationales de mathématiques. Ok. C'est-à-dire, pour ceux qui ne connaissent pas, chaque année, il y a des olympiades pour les élèves de lycée, en gros, dans le monde entier, et chaque pays envoie 6 étudiants, et elle a été la première étudiante iranienne à y aller. Et non seulement elle a été la première étudiante iranienne à y aller, mais dès sa première participation, donc en première, elle a remporté une médaille d'or, et en terminale, elle a eu une médaille d'or. Donc rien que ça. Voilà. Et donc, alors, je vois qu'elle continue à l'université à Téhéran, donc elle fait des maths, j'imagine. Voilà, c'est ça. Donc, elle est l'université Sharif. Alors, elle, beaucoup de gens la connaissent peut-être pas, mais dans le monde mathématique, elle est quand même assez connue parce que c'est vraiment une université de niveau international au niveau mathématique. Il y a des gens, et en particulier, ils forment de très, très bons étudiants. Donc, elle a fait l'équivalent chez nous du master, ou même plutôt du M1 à l'université Sharif. Et ensuite, à la fin du M1, les gens de l'université Sharif ont encouragé les meilleurs étudiants à candidater pour des bourses pour faire des thèses aux États-Unis en particulier. Et donc, elle a candidaté pour des thèses aux États-Unis, et elle a eu une bourse de thèse à l'université Harvard à Boston, donc sans doute une des meilleures universités du monde pour les mathématiques. Et donc, elle est allée à Harvard pour faire sa thèse de mathématiques. Alors, moi, ça m'étonne toujours un petit peu parce que les relations entre l'Iran et les États-Unis ne sont pas ce qu'on peut appeler complètement cordiales. Et donc, malgré ça, les échanges peuvent se faire. Finalement, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, en fait, tu as raison, je n'avais pas pensé à cet aspect des choses. Cela dit, peut-être qu'en 1979, elle aurait eu du mal, mais disons, les États-Unis donnent des visas à certains Iraniens. Et donc là, en particulier, j'imagine que les universités américaines donnent peut-être un peu de pression au ministère des Affaires étrangères, ou je ne sais pas, pour qu'ils donnent des visas quand ils ont des étudiants exceptionnels comme Mariam Mirzakhani. Mais ce n'est pas du tout un cas isolé, justement. Il y a d'autres mathématiciens, il y a pas mal de mathématiciens aux États-Unis qui sont des Iraniens. Donc, c'est pas du tout, de ce point de vue-là, c'est pas quelque chose qui est... C'était sans doute la plus forte de tous, mais c'était pas la seule. Ok. Alors, j'ai quelques petits retours mais qui me disent que le son, de ton côté, cliquette un peu de ce qu'on me dit. Je vais faire attention à pas trop bouger. Je sais pas qu'est-ce qui fait ça. Ça doit être mon micro, mais j'essaie de pas toucher. Ouais, donc voilà, si tu peux faire quelque chose. C'est vrai que là, on entend moins. Ok. Voilà. Donc alors, elle se retrouve aux États-Unis et puis là, ouais. Donc alors, ce qu'il faut effectivement, donc à Téhéran, elle était déjà un peu une star locale, justement, la première fille à partir aux Olympiades et tout ça. Mais donc, elle est arrivée aux États-Unis avec ses professeurs avaient envoyé des lettres de recommandation dithyrambiques. Et donc, elle se retrouve en thèse à Harvard. Et une thèse aux États-Unis, ça se déroule où vous arrivez quelque part et vous êtes un tout petit peu perdu au milieu de la masse des étudiants de thèse. Et elle le raconte elle-même qu'elle était un tout petit peu perdue pendant sa thèse. Mais néanmoins, à Harvard, il y a un professeur particulièrement connu des géomètres comme moi qui s'appelle Curtis McMullen, qui est un très grand mathématicien américain qui avait eu la médaille Fields d'ailleurs en 1998. Et donc, elle suivait le séminaire de McMullen. Et donc, un petit peu peut-être perdue aux États-Unis quand même, elle est allée voir McMullen en disant « J'aimerais bien que vous me donniez des choses à faire ». Et McMullen lui a donné des choses à faire et il a tout de suite été très impressionné. Et en fait, elle a fait une thèse absolument remarquable. C'est ce que disent tous les gens. Sa thèse, elle a démontré 3 grands théorèmes dans sa thèse. Souvent, une thèse,
tu le sais encore mieux que moi, mais une thèse, on essaie de démontrer un théorème. On est content quand on a démontré un théorème, qu'on arrive à publier dans un journal. Oui. Sa thèse, c'est trois théorèmes. Et même quand on est arrivé à la moitié d'un théorème, on est content. Exactement. Et donc, sa thèse, c'était 3 grands théorèmes publiés dans trois des plus grands journaux mathématiques. Un dans Annals of Math, un dans Inventiones et un dans Journal of the AMS, Journal of the American Math Society. C'est totalement écœurant. C'est totalement écœurant. Voilà. Okay. Non, mais peut-être, c'est vrai que je me rends compte en faisant cette description que cette description a le défaut de toutes les descriptions quand on décrit les grands mathématiciens. On se dit toujours, c'est des génies, c'est pas pour moi et tout ça. Et cela dit, c'est un tout petit peu vrai. Elle était plus forte. Mais ce qui est intéressant, et en fait, la plupart de ces informations, je le dis tout de suite, je les tire d'un très bon documentaire qui a été fait sur sa vie, qui s'appelle Secrets of the Surface. The Mathematical Vision of Mariam Mirzakhani. Donc, c'est un documentaire dans lequel ils ont recueilli beaucoup de témoignages de gens qui la connaissaient. Et ce qui ressort de tous ces témoignages croisés et qui est très intéressant, je vous engage à aller voir ce documentaire, c'est que c'était une personne profondément normale. Elle avait des difficultés comme tout le monde, ce que je viens de dire au début pendant sa thèse, elle ne savait pas trop comment s'y prendre. Elle était très travailleuse et son génie vient aussi du fait qu'elle travaillait beaucoup. Ce n'était pas juste qu'elle s'asseyait et pof, elle avait une idée. Et ces théorèmes, ils lui ont pris des années de travail, comme pour beaucoup d'entre nous en tout cas. Elle ne démontrait pas un théorème par semaine. Ok. Donc finalement, on va arriver à la médaille Fields. Oui. Donc en 2014, donc disons, elle a eu, donc c'était en Corée, lors du Congrès international des mathématiciens qui avait lieu à Séoul. Donc, avec 3 autres mathématiciens de moins de 40 ans, elle a reçu la médaille Fields des mains de la présidente coréenne. Et ce qui est remarquable, je ne sais pas si c'est remarquable, ce qui est remarquable, c'est d'obtenir la médaille Fields, mais il se trouve que c'était la première femme à obtenir la médaille Fields. Donc, pour ça, elle a été extrêmement médiatisée. Oui. Mais bon, là, en premier, la médaille Fields, c'est pour ses mathématiques, et ces mathématiques elles-mêmes sont remarquables, indépendamment du fait que ce soit une femme. Alors, justement, ces mathématiques remarquables, donc je ne veux pas lire la dernière ligne parce qu'elle me crève le cœur. Je m'en suis toujours pas remis, oui. Donc on n'en parle pas, ça me crève le cœur. On va passer directement aux mathématiques de Mirzakhani, j'espère que je le dis comme il faut. Et tu veux nous engager donc dans ce qu'elle a fait à partir des billards, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. Alors, c'est un peu bon, les grands théorèmes des grands mathématiciens, certains peuvent être expliqués facilement. Les siens, ils peuvent être semi-facilement. Et donc, la porte d'entrée que j'adopte ici, c'est de passer par la théorie mathématique des billards. Le but étant que d'ici peut-être une petite heure, on arrive à comprendre un tout petit peu un de ces théorèmes, en fait, celui que j'ai mis, celui qu'elle a démontré en 2013 avec ses collaborateurs Alex Eskin et Amir Mohammadi, que d'aucuns ont appelé le théorème de la baguette magique. D'accord. Alors là, je vais passer donc chez les billards, on est d'accord sur le PDF ? Ouais. Tu peux passer ok, nous y sommes. Voilà. Ah, c'est pas tout à fait une Iranienne typique que je vois là. Non, c'est pas une Iranienne typique, mais bon, j'ai trouvé cette image rigolote. Voilà, donc le billard, le point de départ, c'est le billard tel que vous le connaissez, tel qu'on peut le jouer dans des bars ou dans des clubs anglais très sélects. Celui-là, il doit être sacrément sélect, je pense. J'imagine. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec les mathématiques, les billards tels que décrits ici? C'est figuré un peu sur la figure de droite, justement. On a une bille. Alors, effectivement, là, le billard que je vais considérer, c'est un billard un peu artistique. Sur l'image de gauche, on a 2 billes. Moi, dans mon billard, il n'y a qu'une seule bille. Je ne sais même pas si on dit bille ou boule. Bon. Je vais continuer à dire bille. Donc, vous avez une bille, vous la frappez avec votre canne et vous supposez qu'elle va tout droit. Et simplement, ce qui se passe, c'est que donc, quand votre bille arrive sur un bord de la table, qui ici est rectangulaire, elle rebondit. Et disons, si vous avez de la chance, en pratique, elle rebondit en faisant le même angle que celui par lequel elle est arrivée. C'est-à-dire, c'est comme les lois de Snell-Descartes pour la lumière. Vous arrivez et vous avez un rebond parfait. Ça, c'est ce qu'on suppose. Et puis donc, on a un rebond, et puis après, on peut avoir un deuxième rebond, etc. Et on a envie de comprendre. Donc, ici, dans un premier temps, pour le billard rectangulaire, on aurait envie de comprendre qu'est-ce qui va se passer. Que va faire la bille ? Alors, dans la vie, la bille, elle va rebondir un certain nombre de fois, puis elle va finir par s'arrêter ou tomber dans un trou. Et dans le billard mathématique, ici, la bille, elle continue, et on veut comprendre, est-ce qu'elle va aller partout ? Est-ce qu'elle va revenir à son point de départ ? Ce genre de questions. En fait, cette théorie des mathématiques, c'est un petit bout de ce qu'on appelle la théorie des systèmes dynamiques.
Et voilà, le but d'un système dynamique, si on a quelque chose qui évolue, on essaie de comprendre ce qui se passe au bout de 10 secondes, 10 minutes, 10 heures, 10 jours. Ah oui, Donc donc, là, la boule, elle perd pas d'énergie, hein, on est d'accord. voilà, là on est dans un système un peu idéal. Alors évidemment, après on peut faire des théories plus évoluées qui imitent mieux la réalité. La boule perd de l'énergie, il y a de la rotation, il y a des effets, il y a ce que tu veux. Là on commence, en tout cas dans la théorie mathématique des billards, et elle est suffisamment riche comme ça pour rester sous ces hypothèses-là. Là, il n'y a pas de frottement et les rebonds sont parfaits. On veut juste comprendre ce qui va se passer. Voilà. Ok. Donc voilà ce qui se passe avec les billards mathématiques. Et donc là, sur ce rectangle, on a envie de comprendre ce qui se passe. Et là, il y a une très jolie idée qui est figurée un tout petit peu sur la figure, et puis je vais vous montrer après un peu différemment, qui est que pour comprendre ce qui se passe, voilà, eh ben, on peut, plutôt que de faire rebondir la balle, on peut faire rebondir le billard. Alors, je vais faut peut-être que j'aille là. changer d'écran. Voilà, oui. j'attends. Je vais changer d'écran et je vais ici. Voilà, Alors, je ne sais pas si tu peux passer sur l'autre fenêtre voilà. que j'ai préparée. Voilà, on y est. Super. Donc ici, c'est presque la même figure que celle que tu avais. Donc j'ai un point de départ qui est ici le point E, on voit à peine la lettre, et je tape, et donc j'ai ma balle qui rebondit. Et pour considérer le mouvement, en fait, on va plutôt faire une symétrie de la table de billard par rapport au mur qui a été frappé, donc celui-ci. Et comme ça, plutôt que de dire la trajectoire rebondit, eh ben, en fait, la trajectoire continue tout droit, mais c'est la table qui est passée, qui, elle, a rebondi. On a fait une symétrie de la table par rapport au bord. Et comme ça, cette fois-ci, la trajectoire continue tout droit. Et puis au deuxième rebond, pareil, plutôt que de faire un rebond sur la table, eh ben, on fait rebondir la trajectoire. Enfin, pardon, on fait rebondir la table et non la trajectoire. Et comme ça, la balle continue tout droit. Et donc, en fait, si au lieu comme ça de considérer des rebonds de la bille, on fait à chaque fois rebondir la table, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on fait une symétrie de la table par rapport au côté qui a été tapé, on voit que la trajectoire reste une trajectoire en ligne droite. Et vous allez me dire, est-ce que ça aide à comprendre un petit peu ce qui se passe? Je vais y venir juste après. Mais ce qui est rigolo, c'est que du coup, si on change une particularité de la théorie des billards, c'est que si je change un tout petit peu le point, la trajectoire, elle peut pas mal bouger. Vous voyez ici, je change un tout petit peu la direction dans laquelle je vise, et je vois qu'après quelques rebonds, ça bouge beaucoup ce qui se passe. Et donc, si on veut suivre un tout petit peu ce qui se passe, il est peut-être plus simple de suivre justement cette ligne droite qui, elle, varie, et qui se balade dans le plan comme ça. Donc, l'idée très importante des billards, c'est vraiment de dire, plutôt que de... Enfin, on veut comprendre ce qui se passe quand on a des rebonds le long du bord de la table, mais comme les bords sont droits, c'est assez simple de faire des miroirs le long des bords de la table. Voilà. Alors, je vais retourner au PDF. D'accord, on y va. On y est. Ouais. Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'on peut étudier la trajectoire. Alors, il y a une particularité qui est ici qu'on a fait des symétries du bord de la table. Ici, j'ai mis une petite lettre F, et puis comme ça, qui dessine F comme face, et puis ça surtout une lettre qui n'a pas beaucoup de symétrie, le F. Et donc, quand on fait des rebonds, comme ça, les couleurs, les bords de la table sont coloriés. Donc, on voit bien que la table, il y a 4 modèles de table selon qu'on a fait une symétrie, 2 symétries, 3 symétries, etc. Alors, sur la figure de droite, on a collé 4 tables, celles obtenues après une symétrie, 2 symétries ou 3 symétries ensemble. Et on suit toujours la même trajectoire qui se balade toujours en ligne droite sur cette espèce de motif. Simplement, maintenant, ce qu'on voit, c'est que pour passer d'un de ces rectangles, qui est en fait constitué de 4 tables de billard au voisin, eh ben, il n'y a plus du tout de symétrie, il n'y a plus que des translations. Parce que pour passer du rectangle au voisin, en fait, j'ai fait 2 symétries par rapport à 2 droites verticales, j'ai donc fait une translation. Et puis pour passer du rectangle au rectangle du dessus, j'ai fait 2 symétries verticales, enfin par rapport à des droites horizontales, donc c'est encore une translation. Donc en fait, pour étudier cette trajectoire de billard, ça revient à étudier juste une trajectoire qui se balade en ligne droite dans le plan, et ici à considérer des rectangles qui sont obtenus les uns à partir des autres par translation. J'ai l'impression qu'on perd un tout petit peu d'informations parce que dans ta ligne droite, on voyait quand est-ce qu'on rebondissait finalement dans la table intérieure. Ouais. Et là, il y a quelques rebonds qu'on perd. On est bien d'accord? T'as raison. Ouais, t'as raison. En fait, quand j'ai fait ça, ici, je garde que les rebonds sur les bords verts et violets. Et j'ai perdu les rebonds sur les bords bleus et rouges. Cela dit, c'est une information qu'on pourrait assez facilement retrouver. Disons-nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui va se passer à long terme. Et donc, du coup, ce qui nous intéresse, c'est ce qui va se passer à long terme. Déjà, si on comprend où est-ce qu'on tape les bords verts et violets, on peut se dire que ce qui va se passer sur les bords bleus et rouges, ça va être à peu près la même chose. D'accord. C'est une sorte de zoom.
pour Ouais, prendre un peu on a d'altitude. on a fait un petit zoom arrière et on ne perd pas tellement d'informations. Très bien. Et voilà. Et alors simplement, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que justement, ce plan où on a fait plein de copies des rectangles les uns avec les autres, ben maintenant, on va faire une petite chose, c'est-à-dire qu'on va identifier les deux bords verticaux, les deux bords verts verticaux. On dit qu'ils sont identifiés par une translation. On passe de l'un à l'autre par une translation. Ben, cette fois-ci, on va découper le rectangle et on va juste recoller les bords verticaux les uns avec les autres et les bords horizontaux avec les autres. Donc, ce faisant, c'est l'image que tu montres. Quand on part d'un rectangle ou d'un carré, mais ça revient au même, si on fait ces recollements, eh ben, on crée ce qu'on appelle un tore. C'est une surface qui ressemble à la surface d'une bouée. Et ce qui se passe, c'est que du coup, notre trajectoire de billard, quand elle sortait par un côté, par le côté vertical A, par exemple, eh ben, elle allait dans le rectangle d'à côté, mais là, on va juste imaginer qu'elle re-rentre par l'autre côté de A, ce qui fait que sur notre surface, après identification, ça devient juste une ligne qui continue, j'allais dire toute droite. Alors évidemment, là, sur le tore, ça a l'air un petit peu courbé comme ligne, mais du coup, ça fait une ligne sur le tore. Voilà. Donc, si on veut comprendre ce qui s'est passé sur notre billard, on a d'abord fait des symétries pour obtenir une surface ou juste pour obtenir quelque chose où on passe d'un domaine à l'autre juste par des translations. Et puis après, comme les translations, c'est des choses assez simples, on a identifié ce qui va avec les translations. Et du coup, en fait, là, là, il y a encore un petit peu de travail mathématique, mais là, on arrive assez bien à comprendre ce qui se passe au sens suivant que si on a une courbe comme ça sur le tore, toute simple, eh ben, on a des théorèmes de ce qui s'appelle la topologie qui nous permettent de comprendre qu'une courbe comme ça, soit elle est périodique, c'est-à-dire elle va revenir à son point de départ, et ici, on arrivera assez bien à comprendre, c'est quand l'angle que fait notre trajectoire, ici θ que j'ai écrit sur le dessin, quand l'angle θ, alors j'allais dire est rationnel, c'est pas tout à fait ça, c'est quand son arc tangente est rationnel. Et sinon, la trajectoire, elle va juste s'enrouler sur tout le tore, mais elle va avoir la propriété qu'elle va être dense, c'est-à-dire elle va passer partout dans le tore. Et donc, d'une certaine façon, tout ce processus qu'on vient de faire… Partout, partout, vraiment partout, partout, ou il y a des points qui vont être oubliés? Alors, ça dépend de ce qu'on appelle partout, partout. C'est-à-dire, elle va passer près de tout point. Elle ne peut pas passer exactement par tous les points pour des raisons, pour certaines raisons. Mais tu prends un point quelconque, tu prends un petit voisinage, tu dis est-ce qu'elle va passer à 1 mm de ce point? Oui, elle va passer à 1 mm de ce point. Et voilà. Alors, est-ce qu'il va falloir attendre longtemps ou pas longtemps pour arriver à 1 mm de ce point? On peut l'étudier, on peut le calculer. Là, ça dépend un tout petit peu de l'angle θ. Mais on peut très bien comprendre. Et donc, quelle que soit la petite zone que tu prends, il y a un moment où ta trajectoire, elle va passer dans cette petite zone. Donc, si j'ai envie de battre la reine d'Angleterre, hein, il n'y avait que 2 boules de billard, il me semble bien. Donc, je veux frapper l'autre boule. Je prends un arc tangente d'angle irrationnel. Je tape, j'enlève les frottements. Et Voilà. à un moment ou à un autre, je vais frapper la boule, quelle que soit la direction que j'ai prise. On est bien d'accord? Il suffit qu'elle soit irrationnelle. On est bien d'accord? Exactement. Si tu as supprimé tous les frottements et que tu tapes suffisamment fort, en fait, d'ailleurs, même, tu as dit, si l'angle est irrationnel, dans la vie, si on tape dans un angle, il sera forcément irrationnel, en fait. Donc, du moment que tu tapes assez fort, tu es sûr de taper sa boule au bout d'un moment. Et je vais devenir fort en billard, moi, je sens. Bon. Ouais. Donc voilà, donc ça c'est un exemple de billard qu'on comprend, et on peut dire parfaitement. C'est justement le billard rectangulaire, vous allez me dire, ça tombe bien, c'est celui auquel on joue. Non, alors, c'est pas tout à fait vrai parce qu'on joue pas qu'avec une seule balle. Donc, on joue avec plusieurs balles, ça devient plus compliqué. Mais donc, si on veut compliquer la situation, il faut passer à des billards avec des formes plus compliquées. Enfin, en tout cas, c'est ce que font les mathématiciens. Et s'ils le font, c'est parce que c'est intéressant. Hein. C'est pas juste pour le plaisir. C'est parce que c'est intéressant mathématiquement. Donc, c'est pour ça on peut passer au billard triangulaire. Et tiens, je vais repartager un petit dessin GeoGebra. Alors, allons-y pour le partage GeoGebra. C'est parti. Attends. Ouais, attends, c'est moi qui ai été trop lent là parce que j'ai pas préparé ma fenêtre. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Donc là, on est un billard triangulaire. Donc les règles sont les mêmes. J'ai un point de départ que par commodité j'ai mis sur le côté. D'accord ? Je frappe une boule, elle va aller rebondir et quand elle rebondit, elle fait le même angle, elle rebondit avec un angle parfait, elle va taper un deuxième côté. Et puis, quand elle tape un deuxième côté, elle rebondit avec un angle, elle va taper le troisième côté, etc. Et comme dans le cas précédent, je vois que si je change le point de départ, ça change la trajectoire. Si je change la direction que je vise, ça change le point de départ, etc. Donc voilà un billard triangulaire.
Alors, il y a une remarque qui est… dans le cas précédent, on a pu déterminer, j'allais dire relativement facilement, évidemment, ça dépend de ce qu'on appelle relativement facilement. En tout cas, on a pu montrer qu'il y avait plein de trajectoires périodiques. C'est quelque chose que qu'on peut voir. Si on tire parallèlement à un côté dans un billard rectangulaire, la trajectoire va juste faire des rebonds à droite, à gauche, et elle va revenir à son point de départ. Et en fait, il y a plein de directions. Toutes les directions que j'avais appelées rationnelles donnent des trajectoires périodiques. Dans un triangle, c'est moins clair. Est-ce que là, il existe des trajectoires périodiques? Est-ce que je peux taper de telle sorte à revenir à mon point de départ? Alors peut-être que si je varie un petit peu la direction, là, je vais pouvoir revenir à mon point de départ, ce que je suis en train de faire. Sauf que comme je n'ai pas la même direction, la trajectoire ne va pas tout à fait être périodique parce que je suis revenu à mon point de départ, mais pas avec la même direction, donc ça va continuer à se balader. Est-ce qu'il est possible, à partir de ce billard-là, d'avoir une trajectoire périodique? Alors là, je te coupe parce que pourquoi est-ce qu'on s'intéresserait particulièrement aux trajectoires périodiques? Moi, ce qui m'intéressait, c'était de battre la reine d'Angleterre. Pourquoi est-ce que j'ai envie de revenir exactement, finalement, avoir une trajectoire périodique quelque part quand on joue, c'est avoir rien fait du tout? Oui, tu as raison. Alors, je pourrais te donner deux réponses. D'une part, c'est quand même joli si tu as une balle qui fait des tours et qui fait toujours le même tour. Je conçois, oui. Ouais. Mais la vérité, c'est que ici, les billards, c'est un système dynamique qu'on étudie parce qu'à la fois, il est assez simple à définir et il est assez riche. Et donc, c'est plutôt une question plus générale concernant les systèmes dynamiques. En fait, on aime bien comprendre les orbites périodiques des systèmes dynamiques. C'est-à-dire, on aime bien… le système dynamique le plus célèbre, si on veut, ou celui et aussi le plus ancien qui a été étudié, c'est la trajectoire de la Terre ou la trajectoire d'une planète. Et d'une certaine façon, la trajectoire de la Terre, on la comprend bien parce qu'elle est à peu près périodique. La trajectoire de la Lune est aussi à peu près périodique. La trajectoire de la Terre, c'est 365 jours. La trajectoire de la Lune, c'est 28 et quelques. Et on aime bien les trajectoires périodiques. Et en fait, même si le système n'est pas tout à fait périodique, le fait de l'approximer par une trajectoire périodique, ça permet déjà de comprendre un peu les choses, et puis après, on peut raffiner. Et en fait, c'est un principe un peu général, et qui est un peu difficile peut-être à illustrer, mais qui est que dans les systèmes dynamiques, comprendre les trajectoires périodiques, c'est souvent une bonne façon de commencer par comprendre un système dynamique. Donc ici, si je te dis je recherche des orbites périodiques, c'est simplement pour avoir une question à poser d'une certaine façon. Et si on comprend ces orbites périodiques, sans doute qu'on comprendra assez bien le système dynamique. D'accord, en fait, si je comprends bien, c'est la porte d'entrée. C'est-à-dire que si on cherche quelque chose dans les billards, le premier point, c'est de chercher des trajectoires périodiques. Disons que c'est une question naturelle. En fait, il y a même, j'aurais pu commencer par là, une citation importante d'Henri Poincaré, qui est un des fondateurs de la théorie des systèmes dynamiques, justement, qui, dans son article sur le problème de mécanique céleste, donc de comprendre justement les mouvements des planètes et des étoiles, parlait des orbites périodiques, et il avait dit c'est là la brèche par laquelle nous avons pu entrer une citadelle réputée imprenable. Donc c'est vraiment ce que tu disais, c'est la porte d'entrée. A priori, on ne sait pas comment attaquer les systèmes dynamiques, et les orbites périodiques, c'est une façon de les attaquer, et c'est une des seules dont on dispose peut-être d'ailleurs. D'accord, ok, donc maintenant ça fait sens d'aller regarder vraiment ce qui se passe. Donc je vais revenir sur le tableau partagé. Voilà. Ouais. Voilà, donc effectivement, donc ici on peut se demander est-ce qu'on a des orbites périodiques? Et en réalité, alors peut-être que vous voyez, j'ai dessiné quelques petits traits accessoires. Alors j'ai dessiné les droites supportant les directions de mes mains, mais j'ai aussi dessiné certaines droites particulières du triangle. Je ne sais pas si tu les vois, Vincent. Oui, je les vois, tout à fait, oui. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ces droites particulières ici? Ce sont les hauteurs du triangle. Alors, pourquoi j'ai dessiné les hauteurs du triangle? Parce que je vais placer mon point de départ au pied d'une première hauteur et je vais viser le pied de la deuxième hauteur. Et là, qu'est-ce qui va se passer si je mets le pied d'une hauteur et que je vise le pied de la deuxième hauteur? Au miracle, oui. Au miracle, je vois une trajectoire qui a l'air périodique. Voilà. Alors ça, c'est un théorème qui a été, c'est un théorème qui est vieux, qui a presque 250 ans, un théorème de Fagnano, qui avait remarqué effectivement que dans un triangle, alors je vais mettre une petite précision après, si je pars d'une hauteur et que je vise le pied de la deuxième hauteur, et ben après un rebond, je vais taper au pied de la troisième hauteur, et après encore un rebond, je vais revenir à mon point de départ. Ok. Et ça continuera comme ça, éternellement.
Alors ça, c'est un exercice de géométrie, je ne saurais pas exactement dire de quel niveau, parce que parfois on se perd un peu, mais voilà, c'est assez élémentaire quand même. Ça peut être... Alors, j'ai une question du chat qui dit, et dans un triangle rectangle, est-ce qu'on peut trouver des trajectoires comme ça? Très bonne question. En réalité, très très bonne question. Dans un triangle rectangle, si je tords mon triangle pour qu'il soit quasiment rectangle, le pied d'une hauteur, ça veut dire je mets mon truc au sommet, et puis là, je vise le pied de la deuxième hauteur, et là, je vois plus grand-chose. D'ailleurs, cette question nous amène à une chose que je n'ai pas dit. Qu'est-ce qui se passe quand notre trajectoire de billard arrive à un sommet? Oui, Et voilà. Alors effectivement, c'est mal défini et en général, on dit bon, il y a un trou au sommet et la boule tombe dans le trou. Et du coup, si tu veux, tu peux dire que tu as gagné ou si c'était la blanche, tu as perdu, je ne sais pas. Mais du coup, on s'intéresse plutôt aux trajectoires qui vont jamais taper dans les coins. Voilà. Et donc, tu es en train de nous dire que la trajectoire un peu évidente du triangle rectangle, elle n'est pas bonne parce que de toute façon... Exactement. La trajectoire un peu évidente du triangle rectangle n'est plus bonne. Et donc, du coup, ici, je ne vais pas pouvoir... ça ne marche plus quand le triangle est rectangle. Alors, d'ailleurs, du coup, ça me permet de dire une chose. Effectivement, je vais faire un triangle rectangle, mais dans un autre sens. Je vais mettre un autre sommet rectangle. Voilà. Comme ça va me permettre, peut-être, si je m'y prends bien... ça va être difficile, parce que je n'avais pas prévu de faire ça. Je ne sais pas si je vais y arriver. Ouais, non, je ne vais pas bien y arriver. Donc, dans un triangle rectangle, ce qui se passe quand même, on pourrait aller... on peut aller sur un tableau. Je vais juste aller sur un tableau. Hop. Voilà, je vais sur un tableau et je vais dessiner un triangle rectangle. Voilà, pouf, pouf, pouf. Je vais faire un triangle rectangle ici en bleu. Voilà. Je vais dessiner toujours une hauteur, là, je vais la faire en jaune, celle-ci, la hauteur issue de l'angle droit. Et voilà. Et je vais dessiner une trajectoire ici qui part parallèlement à la hauteur. Donc mon point de départ, il est ici, là. Et je pars parallèlement à la hauteur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai une réflexion. J'arrive comme ça. Là, j'ai une deuxième réflexion. Et là, encore une fois, un peu de géométrie élémentaire dit vous êtes encore parallèle à la hauteur. Autrement dit, je suis parti perpendiculaire à l'hypoténuse. Et j'arrive ici, après 2 rebonds, encore perpendiculaire à l'hypoténuse. Et ça, du coup, qu'est-ce qui se passe? Du coup, quand je suis perpendiculaire, je repars dans le même sens. Je reviens taper ici, je reviens taper ici, et je retourne à mon point initial. Donc ici, j'ai une autre trajectoire complètement différente de la précédente, en fait. Enfin, complètement, on pourrait en discuter, mais voilà. En tout cas, dans le cas des triangles rectangles, très bonne question, on a aussi une trajectoire périodique, mais un peu différente. Oui, c'est un aller-retour, en fait. Voilà, c'est un aller-retour. Et en fait, c'est vrai que si on part perpendiculairement à un côté, si jamais par chance on arrive à revenir au même point perpendiculairement, on fera des allers-retours comme ça, et ça nous fera une trajectoire périodique. Donc voilà, donc ça c'est... Ouais. Du coup, dans le chat, y a pas, ça discute pas mal autour de ces hypothèses d'angle, mais peut-être tu vas revenir dessus. Oui, en fait, non, mais on est justement au moment où je voulais en parler. Alors, ouais, donc ce qui se passe, la trajectoire périodique de tout à l'heure, en fait, du coup, ça marchait en fait dès qu'on a un triangle, ce qu'on appelle acutangle. Acutangle, ça veut dire quoi? Ça veut dire 3 angles aigus. Ok. Donc, si j'ai un triangle acutangle, et ça me fait une trajectoire périodique. Donc, hop, je vais l'écrire, celui-là, il est acutangle. Alors, dans le chat, on nous dit, c'est très bien, dans les triangles acutangles, on en a trouvé une. Est-ce qu'il y en a d'autres? Bonne question. Ouais. Alors, effectivement, il y en a d'autres. Donc, ici, si je la dessine à main levée, la trajectoire acutangle, je pars d'une hauteur, je vise le pied de la deuxième hauteur, on m'a dit je tape le pied de la troisième, et puis je reviens, ça doit être à peu près comme ça. Et en fait, ce qui se passe déjà, c'est que si je pars d'un autre point, mais que je suis parallèle à ma trajectoire, qu'est-ce qui va se passer? Je suis parallèle à la trajectoire rouge, là. Donc, après un rebond, du coup, je serai encore parallèle à la trajectoire rouge, et après un rebond, je suis encore parallèle. Et en fait, si je fais bien les calculs, là, je suis revenu toujours au même côté, encore parallèle, mais de l'autre côté de mon point de départ. Manque de bol, je ne suis pas périodique. Ouais. Mais du coup, si je continue, je suis encore parallèle, mais de l'autre côté, parallèle. Et là, cette fois-ci, je suis revenu au point de départ. Mais c'est trop beau. Ah oui, ça, c'est comme un revêtement, quoi, en fait. Ouais, si tu veux. Alors, en fait, le terme en système dynamique serait plutôt une bifurcation, parce qu'en fait, ce qu'on dit, tu vois, c'est que la trajectoire rouge, et en fait, en changeant le point de départ, elle a bifurqué en une trajectoire 2 fois plus longue. La trajectoire rouge, la trajectoire de Fagnano, elle était de longueur 3, si on veut, elle faisait 3 rebonds.
Et là, la nouvelle trajectoire verte, elle a 6 rebonds. Ok. Donc là, j'ai trouvé une trajectoire de longueur 6. Et la vérité, c'est que oui, il y en a plein des trajectoires périodiques. Et peut-être que je pourrais expliquer. Alors, je vais d'abord parler un tout petit peu d'autre chose avant de revenir sur les trajectoires périodiques. C'est juste, je voulais signaler qu'ici, donc on a dit si le triangle est acutangle, on a une trajectoire périodique. S'il est rectangle, on a trouvé une trajectoire périodique. Maintenant, évidemment, la question d'après, c'est qu'est-ce qui se passe si on a un angle obtus? Voilà. Donc, si on a un angle obtus, a-t-on toujours une trajectoire périodique? Et bien, ici, le problème, c'est que c'est une question qui est toujours largement ouverte. Waouh. Ok. D'ailleurs, dans le chat, il y a une question aussi un peu, comment dirais-je, naturelle. On me dit la chose suivante. On ne peut pas retrouver ces trajectoires périodiques pour les acutangles avec un pavage du plan avec ces triangles acutangles. Si, c'est exactement ce que je voulais expliquer juste après. Merci pour la question. Je vais le faire. Donc, j'ai juste mentionné pour les triangles obtus, on pourra y revenir un tout petit peu, mais effectivement, je vais juste refaire, je vais faire un triangle acutangle, comme tout à l'heure, et puis je vais faire cette histoire du pavage. Alors, cette fois-ci, je vais faire les 3 côtés de couleurs différentes, comme ça on voit un petit peu mieux quand je fais une symétrie. Donc, je fais une symétrie, par exemple, par rapport au côté jaune. Donc, j'obtiens quelque chose qui ressemble à ça. Et puis après, je vais faire, disons, une symétrie par rapport au côté rouge. Donc, je vais obtenir quelque chose qui ressemble à ça. Côté rouge, voilà. Et puis après, je vais faire une symétrie par rapport au côté bleu. Hop. Bon, alors je le fais à la main, c'est un petit peu approximatif. Hein. Voilà. Ok, là j'ai fait 3 symétries. En fait, je vais continuer. Je vais continuer un petit peu, mais je vais continuer en bas parce que j'ai plus beaucoup de place. Je vais en faire un tout petit peu plus. Hop, je fais encore une symétrie en bas. Une symétrie bleue, par là. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et qu'est-ce qui ne va pas? Sinon, esthétiquement, c'est très joli. Hein. Ouais, c'est assez joli de faire ces pavages. Ce que je voulais voir, c'est qu'à un moment, normalement, si on s'y prend bien, qu'on fait les symétries comme il faut. Ah oui, c'est ça. Attends, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà, au bout d'un moment, il doit y avoir des côtés qui sont parallèles les uns aux autres. Alors, je vais continuer un petit peu. Hop. Voilà, je continue encore un coup. C'est à la main. Hein. Tiens, je vais tricher un tout petit peu et je me retrouve avec quelque chose comme ça. Je vais juste effacer un tout petit peu ce que j'avais fait en bas pour tricher un peu et expliquer l'idée. J'ai mon triangle jaune. Oh mince, je vais faire un trait droit quand même. J'ai un triangle jaune ici et un triangle et un côté rouge ici. Voilà. Et là, j'ai fait un certain nombre de symétries. Paf, 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 paf. Et ce qui est important, c'est qu'ici, j'ai un côté jaune et un côté jaune qui sont parallèles. Donc, c'est l'idée de la translation avec laquelle on était parti sur les rectangles. Ici, ces 2 côtés ici sont parallèles. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être juste parce que j'ai triché sur mon dessin, ce qui est un peu vrai. Mais en fait, si je peux calculer l'angle entre ces 2 droites. Il suffit d'additionner tout ce qu'on a tourné à chaque étape. Et normalement, j'ai tourné autant dans un sens que dans l'autre, ce qui fait que mes 2 segments sont effectivement parallèles. D'accord ? Et donc, ce qui se passe, c'est que maintenant, si je prends un point de départ ici sur le côté jaune et que je prends le même point de départ sur le côté parallèle tout là-haut et que je trace la droite qui les rejoint, cette droite, donc, elle parcourt tous les triangles et quand je la reprojette à l'intérieur, justement, à chaque fois, c'était l'idée initiale, quand je fais une symétrie du triangle, ça revient à juste que la trajectoire fait un rebond. Donc ici, la trajectoire continue tout droit, je vais plutôt faire le rebond. Ici, elle continue tout droit, je vais plutôt faire le rebond. Ici, elle fait encore un rebond. D'ailleurs, ici, je suis presque perpendiculaire, etc. D'accord ? Et donc, si je replie la trajectoire, ce que je vois, c'est qu'au bout d'un moment, à force de rebond, tac, 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 donc en 7 rebonds, on va dire quelque chose comme ça, et je suis revenu au même point de départ et avec la même pente, puisque les côtés sont parallèles. D'accord. Donc là, ça répond à la question du... Ouais.
Finalement, on pourrait faire ça avec un modèle papier et replier le papier sur. On peut faire vraiment une expérience à la main, quoi. Ah bah exactement, oui, si j'avais été courageux, j'aurais peut-être pu le faire. Tu produis 20, tu imprimes 20 copies de ton triangle que tu colles comme ça par symétrie et tu regardes si avec des collages comme ça, tu arrives à avoir deux côtés parallèles. Alors, il y a une contrainte supplémentaire, il faut d'une part avoir deux côtés parallèles, et il faut qu'il y ait une droite ici qui reste bien à l'intérieur de ce que tu as dessiné. Parce que si ma droite ici, elle se met à faire le tour d'un sommet, je ne peux pas suivre ce qui se passe, tu vois. Il faut que la droite, elle reste au milieu des triangles, elle continue à passer par les triangles. Mais en fait, il y a vraiment une bijection, pour ceux qui connaissent le mot, entre les trajectoires périodiques dans le billard et puis les droites comme ça dans certains dépliements du billard. D'accord. Alors bon, ça réagit pas mal dans le chat. Je sais pas si je vais arriver à tout lire du coup. Alors Ouais. oui, on a des interrogations sur la densité des trajectoires périodiques du coup. Est-ce qu'on sait quelque chose, par exemple, sur les acutangles? Sur les acutangles, oui. Attends, non, faut pas que je dise de bêtises. Là, j'aurais dû préparer cette question. Je dirais que non, je crois qu'en général, on ne sait rien. Alors, là où en fait on sait mieux, c'est une hypothèse. Si on rajoute une hypothèse dont je vais parler après, on sait plus de choses. C'est si jamais les angles sont des multiples rationnels de pi. Donc, dans toutes ces histoires, vous voyez qu'il y a plein de nombres rationnels qui apparaissent. Donc, si jamais ici, les trois angles du triangle sont des multiples rationnels de pi, alors on comprend mieux ce qui se passe. Et effectivement, je crois, mais ce serait à vérifier, qu'on a densité des orbites périodiques. D'accord. En général, on ne sait pas grand-chose sur la densité des orbites périodiques. Je reviendrai, je pourrais le mentionner, mais je peux le mentionner tout de suite. Ici, là, j'ai fait des billards à bords polygonaux, et c'est ce qui m'intéresse principalement ce soir. Mais on peut aussi faire des billards dont les bords sont des courbes, simplement des courbes courbées, quoi. Des cercles, des ellipses, ou même des courbes plus compliquées. Et c'est une conjecture, pour le coup, qui est toujours ouverte, de savoir si, quand on a des billards à bord lisse, les orbites périodiques sont de mesure nulle ou pas, justement, pour ceux qui savent ce que ça veut dire. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a beaucoup d'orbites périodiques ou pas. Ok. Donc, on a très vite... Voilà. Donc, ici, d'une certaine façon, j'ai essayé d'expliquer ces billards acutangles avec ces histoires de dépliement. Et donc, on a cette belle conjecture. Voilà, alors... On peut peut-être retourner au PDF justement pour faire le point sur la situation des billards triangulaires. Alors, il faut que tu réapparaisses. Alors, au fait, il faut peut-être que je dise deux petites choses. On a eu un problème technique au tout dernier moment. Vous l'avez peut-être vu pendant le temps du chronomètre. On s'est rendu compte que ça streamait très très mal. Et donc, on a totalement changé nos moyens de communication. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez de temps en temps des fenêtres doubles qui ne sont pas adaptées. J'ai pas eu le temps de tout reparamétrer dans le stream. Donc voilà, ça c'était la petite remarque technique. Ouais. Alors là, il faut peut-être que j'avance un peu. Donc, ouais, je veux bien que tu avances juste pour qu'on voit le transparent suivant. Là, celui-ci, est-ce qu'il te va, celui-là, ou il faut que j'aille plus loin? Oui, alors, oui, non, je vais juste dire un mot sur celui-ci parce que je voulais le dire et puis qu'on parle, on parle et on oublie. Je voulais juste mentionner que si on a un triangle qui est un triangle équilatéral, et bien en fait, ça se passe exactement comme le rectangle du tout début. Si vous jouez au billard dans un triangle équilatéral. Pourquoi? Parce que le dépliement marche très très bien aussi. Vous avez votre triangle équilatéral et vous arrivez à paver le plan avec votre triangle équilatéral. Et du coup, une trajectoire dans le triangle équilatéral, ici par exemple le rouge, c'est exactement la même chose qu'une droite qui se balade dans le plan. Et donc, il y a encore cette histoire de est-ce que la pente va être rationnelle ou irrationnelle. Et ça permet de comprendre que les trajectoires sont soit périodiques, soit denses. Et voilà. Donc, c'était juste une mention que ce qu'on a dit sur le rectangle, ça marche pour certaines autres figures, mais pas beaucoup en fait. Ça marche pour les triangles, ça marche pour les hexagones, et pour les triangles équilatéraux, les hexagones réguliers, et c'est à peu près tout. J'ai une question assez technique sur le chat, donc je ne sais pas si tu peux y répondre facilement. On me dit, dans un billard rectangulaire, la condition de périodicité fait intervenir arc tangente de θ ou tangente θ? Je pense que la personne a raison. Je crois que j'ai dû faire une faute de frappe. C'est plutôt tangente θ qui est arc-tangente. C'est la pente, on est bien d'accord. Arc-tangente de P sur Q. Oui, c'est la pente. Excusez-moi, j'ai fait une faute de frappe. J'ai confondu tangente et arc-tangente. Très bien. Nous passons... bon.
Voilà, donc la question que je posais était, la question qui est une question fondamentale importante pour les systèmes dynamiques, c'est tout billard triangulaire admet-il une orbite périodique? Donc tu peux montrer la suite. Donc la réponse est si le triangle est acutangle, oui. Donc c'est ce qu'on appelle le triangle, qui s'appelle le triangle ortique. Bon, et c'est un théorème de Fagnano de 1795. Et ensuite, donc c'est plus compliqué. Et c'est un théorème très récent de 2009 du mathématicien américain Richard Schwartz qui a dit que si le plus grand angle, donc le triangle obtus, il y a un plus grand angle qui est plus grand que 90 degrés, s'il est plus petit que 100 degrés, alors ça marche encore. Mais qu'est-ce qui fait que c'est si dur dès que les angles grandissent? Eh bien, en fait, vous pourrez dire c'est qu'on ne comprend rien, simplement. Et d'ailleurs, la preuve de Schwartz, elle est très jolie, mais on peut se demander, c'est un débat, on peut en discuter, est-ce qu'elle nous apprend quelque chose ou est-ce qu'elle ne nous apprend pas? Comment marche la preuve de Schwartz? Je peux l'expliquer rapidement. Il fait des dépliements de triangles isocèles. Et de triangle obtus, pardon. Il fait des dépliements de triangle obtus, et s'il a de la chance, à un moment, il retombe sur un côté parallèle. Et là, il dit j'ai une trajectoire périodique. Mais là, il l'a juste fait pour un triangle. D'accord? Et après, il regarde juste si je varie un tout petit peu les paramètres du triangle, est-ce que ça marche encore? Et en général, quand ça marche pour quelques petits paramètres autour. Donc, ça marche pour ce qu'on appelle un ouvert de petits paramètres autour. Et du coup, ça fait que il trouve une trajectoire périodique, un peu par chance, mais en fait, il fait ça de façon exhaustive avec son ordinateur. Donc, grâce à son ordinateur, il trouve plein de trajectoires périodiques. Et pour chaque trajectoire périodique, il cherche une petite zone de paramètres autour pour laquelle cette trajectoire est encore une trajectoire périodique. Ok, je vois. D'ailleurs, on a une question qui dit pourquoi le seuil est à 100 degrés. Et je pense que... en gros, la limite, c'est la limite de l'ordinateur. Alors, non, il y a des limites théoriques, mais en gros, c'est quand même la limite de son ordinateur. Pour son ordinateur, il a réussi à recouvrir tout le domaine des triangles entre 90 et 100 degrés. Il a réussi à le recouvrir par des petits ouverts comme ça, qui contiennent tous des orbites périodiques, mais elles sont toutes différentes. D'accord ? En particulier, parfois l'orbite elle est très très longue. Du coup, en fait, les paramètres, dès que vous changez un tout petit peu le paramètre, elle va plus être périodique. Donc voilà. Donc la limite est à 100 degrés. Alors la limite était à 100 degrés. Tu peux passer juste au truc d'après. Voilà. En réalité, il y a un théorème dont j'ai appris l'existence la semaine dernière en préparant cette conférence. Un théorème de 2018 qui était que le seuil a été amélioré à 112,3 degrés par une équipe de 4 mathématiciens, Tokarski, Garber, Marinoff et Moe. Donc ils ont amélioré un petit peu, mais voilà, ils sont pas allés plus loin que 112,3 degrés. Alors, je vais vous avouer, d'ailleurs, j'ai pas lu assez en détail l'article pour comprendre pourquoi c'était la limite. Ce que j'ai compris, c'est que la stratégie était à peu près la même, avec des astuces supplémentaires. Et c'est quoi la philosophie? C'est qu'on va avoir une limite ou pas du tout? On n'a aucune philosophie. Je pense qu'il faudrait demander à une de ces 5 personnes pour avoir une philosophie. Moi, j'en ai pas et je sais pas. Une question du chat. Non, je pense que... Oui, pardon. Oui, non, vas-y. Une question du chat qui dit: est-ce qu'on a une estimation de la complexité du calcul pour un triangle dont les angles c'est 90 degrés plus un petit x? En gros, en augmentant avec x, ça fait exploser le... Ouais, oui, certainement, sans doute. Je pense que c'est surtout lié à la complexité, c'est-à-dire, il me semble qu'en général, on part justement d'un billard dont les angles sont rationnels pour trouver une orbite périodique. C'est un peu plus facile si les angles sont des multiples rationnels de pi. Et puis après, on regarde pour quel ouvert de paramètres c'est valide. Et ce qui se passe, c'est qu'en général, du coup, ça va être lié à la complexité des nombres rationnels qui apparaissent, c'est-à-dire en fait à la complexité du dénominateur. Donc je pense que c'est ça la complexité. Mais à vrai dire, là, je suis un peu en train voilà, je suis pas très sûr. Est-ce que ta question est une conjecture ou pas? Est-ce que quelqu'un s'est risqué une conjecture? Est-ce que tout billard triangulaire admet ça a été conjecturé ou on en a tellement peu d'idées qu'on n'ose même pas mettre ça en conjecture? Je pense que c'est une bonne... J'ai pas vérifié. C'est une question du chat. Hein. Ouais, j'ai pas vérifié à vrai dire. J'ai écrit question. Je pense que beaucoup de gens mettraient une conjecture, mais je pense que certains, que ce soit par provocation ou par prudence, ne voudraient pas mettre conjecture. Disons, je pense qu'on a peut-être pas suffisamment de bonnes raisons. Ça dépend quel sens on donne au mot conjecture. Certains mathématiciens disent conjecture pour un truc dont ils sont sûrs à 99%. D'autres disent conjecture quand ils pensent que ce serait mieux si c'était vrai. Et voilà. Donc là, je pense qu'on est entre les deux.
Ok. J'envoie la suite. Ouais, tu peux juste, tu peux envoyer la suite. Parce que je voulais juste finir. Il y a un théorème qui est en fait antérieur là, aux deux derniers. C'est un théorème du mathématicien américain Howard Mazur qui dit qu'en fait, quand les angles sont des multiples rationnels de pi, en fait, on a aussi des orbites périodiques. Et là, c'est toujours cette idée de dépliage qui permet de montrer ça. Donc ici, à droite, j'ai fait une petite figure où le triangle qui est représenté, en fait, c'est l'espace des paramètres, c'est-à-dire c'est l'espace des angles possibles pour un triangle. On sait que quand on a un triangle, la somme des angles fait 180 degrés. Et donc ici, en bleu, au milieu, ça représente les triangles acutangles, ceux dont tous les angles sont plus petits que 90 degrés. Et plus on se rapproche des coins, plus il y a un angle qui est important. C'est pour ça que les sommets ici, ça correspond à des triangles plats avec 180 degrés. Et donc là, c'est les zones de progrès. Vous voyez, en bleu, c'est la zone de Fagnano. En vert, c'est la zone de Schwarz. En orange, c'est la zone des quatre, Tokarski, Garber, Marinoff et Moore. Et puis en blanc, c'est la zone où on ne sait pas, mais Mazur a quand même montré que dedans, il y a tous les points rationnels pour lesquels on sait que c'est vrai. Donc c'est pour ça que ça donne quand même un peu de crédit à la conjecture. Oui. Oui, quand même, il y a, en termes de mesure, elle est déjà pas mal vraie. Voilà, exactement. Ah. Alors, je passe au PDF suivant. Tu m'autorises? Ouais, je t'autorise à passer au PDF suivant. Et en fait, je vais repartager un petit peu de GeoGebra juste pour montrer. Ok. Voilà, juste pour dire, voilà. Donc là, on est dans les billards quelconques, hein, pour le dire. Voilà, je dis juste, si on prend un billard polygonal quelconque, en général, on ne sait rien. Existe-t-il des orbites périodiques ou pas? Existe-t-il des orbites denses ou pas? Alors, les orbites denses, en général, ça a plus de chances d'arriver. Existe-t-il des orbites qui remplissent un bout de la surface, mais pas tout? On ne sait pas. Et ce qui est rigolo avec cette théorie des billards, c'est que c'est très facile de faire. Tu es passé super vite. Ouais. Les orbites denses, c'est plus facile. C'est pas du tout évident pour moi. Par exemple, dans le dessin que tu viens de faire, là, on a un coin à gauche qui n'a pas été visité. Et qu'est-ce qui me dit que je continue la trajectoire et il ne sera jamais visité, par exemple? Oui, non, tu as raison. En fait, j'ai parlé un peu trop vite. C'est pas plus facile, simplement, on s'attend à ce que ça arrive beaucoup plus souvent. Excuse-moi, j'aurais pas dû dire c'est plus facile. C'est simplement, on s'attend à avoir. Et tiens, je vois une question sur le chat. Existe-t-il des billards qui ne présentent aucune orbite dense? Oui, il en existe. En fait, on en verra un après. Ok. L'exemple d'après, vous verrez. Il n'y a pas d'orbite dense, mais pour des raisons qu'on arrivera assez bien à comprendre. Et en le disant, je me dis, mais non, c'est faux ce que tu dis, Pierre. Bon, non, là. Ok, donc je retire ce que je viens de dire. Il existe des billards sans orbite dense, mais je ne vais pas vous les présenter. Excusez-moi. Si, en fait, si, je vais vous en présenter un. Je vais tout de suite répondre à la question. Si vous jouez au billard sur un cercle, dans un disque plutôt, devrais-je dire, les trajectoires ne peuvent pas être denses, pour des raisons qu'on pourrait illustrer. Bon, ce que je voulais juste mentionner ici, c'est que ce qui est rigolo avec ce truc des billards, c'est que c'est assez facile de faire des simulations. Ici, justement, c'est un petit programme GeoGebra que j'ai trouvé sur Internet, et vous pouvez très facilement, comme ça, faire des simulations. Ici, c'est les 100 premiers rebonds d'une trajectoire de billard. Donc, le point initial, il est en bas, c'est le point P0, là, et puis je bouge l'angle de tir, et je me retrouve avec des choses assez bizarres. Alors, si par exemple, je dis je veux un rectangle, les trajectoires, elles sont pas si bizarres, justement. On voit ce qu'on disait tout à l'heure, on voit qu'il n'y a que 2 pentes possibles, et puis on voit qu'il y a une certaine régularité dans la trajectoire. Si je prends un triangle équilatéral, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les trajectoires sont relativement simples. Voilà. Mais par contre, si maintenant je prends un polygone un petit peu quelconque, alors là, ça commence à faire n'importe quoi. Et vous pouvez jouer avec des petits programmes GeoGebra ou autre chose si vous voulez. Et disons, ce qui est assez rigolo, c'est que c'est assez accessible de jouer. Alors, j'ai toujours des retours du chat. Donc, Rome 38, si on arrive à prouver qu'une forme mathématique est capable de paver le plan, alors il existera forcément une trajectoire périodique pour l'interrogation. Alors, tout ça dépend de ce qu'on appelle par paver le plan. C'est une très bonne question parce qu'avec des triangles, avec n'importe quel triangle, on peut paver le plan. Simplement, on ne le pave pas en faisant des réflexions autour des côtés du triangle. Vous voyez, ici, là, j'ai fait un truc qui ressemble à peu près à un triangle. Ce qui se passe pour paver le plan avec un triangle, il faudrait commencer par faire une symétrie autour du milieu d'un côté, de sorte à former un parallélogramme. Et une fois qu'on a un parallélogramme, on peut paver le plan avec des parallélogrammes. Le problème n'est pas que la forme pave le plan, c'est que les images du triangle par réflexion pavent le plan. Et là, la réponse est oui. Le problème, c'est que des formes comme ça qui pavent le plan par réflexion autour des côtés, il n'y en a pas beaucoup en fait. C'est à peu près ce qu'on avait dit, il y a les rectangles,
quoi? Les triangles équilatéraux, les demi-triangles équilatéraux, et c'est à peu près tout, quoi. Et les hexagones. Ok, une autre question. Mais du coup, avec Masure plus la stratégie des petits ouverts de Schwartz, est-ce que ça ne donne pas tout? Oui, on s'y attendrait, parce qu'on part de points rationnels, on met un petit disque autour d'un point rationnel, on pense qu'on va tout recouvrir. Simplement, si le petit disque il a un rayon très très petit, et ça c'est un truc qui est contre-intuitif et que moi j'oublie tout le temps, vous pouvez mettre autour des rationnels des petits disques suffisamment petits de telle sorte que vous ne recouvrez pas tout R comme ça avec ces disques suffisamment petits. Là, c'est quelque chose qui n'est pas du tout évident. Si, d'ailleurs, ouais, bon, on n'aura pas le temps d'en parler, mais c'est une remarque que je fais. Éventuellement, je peux passer sur le tableau pour le dire, pour l'écrire surtout. Ah, tiens, hop. Je retourne sur le tableau juste pour écrire un truc. C'est que si vous prenez, juste là, je prends des nombres rationnels. En fait, certains savent peut-être que si je prends x, un nombre réel, il existe toujours un nombre rationnel, p sur q, tel que la différence ici est plus petite. Alors, ce qui est assez facile, enfin relativement facile à montrer, c'est qu'il existe ça. Autrement dit, si vous prenez les nombres rationnels et qu'autour d'un nombre rationnel p sur q, vous mettez un petit disque de taille 1 sur q, vous allez recouvrir tout R comme ça. Alors, un théorème plus difficile, c'est de montrer qu'en fait, on peut même mettre un Q carré. C'est-à-dire que si autour d'un rationnel de la forme P sur Q, je mets un petit disque de rayon 1 sur Q carré, j'écris peut-être trop petit. Excusez-moi, je vais juste le faire en plus gros parce que j'ai pas... Hop. Donc ici, si je mets un disque de rayon P sur Q, pardon, de rayon 1 sur Q, sachant que le nombre ici, c'est P sur Q, alors je recouvre tout R. Ce que je disais, c'est que même, on peut mettre 1 sur Q carré, ça recouvre tout R. Maintenant, si je mets 1 sur... C'est un truc que je trouve assez fou. Si je mets 1 sur 3 Q carré, eh ben, ça ne marche plus. Autrement dit, ça va faire des trous. Parce qu'évidemment, ici, j'ai un autre point qui va être de la forme P' sur Q'. Là, ça va être P' sur Q'. Voilà. Sauf que ici, du coup, le Q, il est différent, par exemple, beaucoup plus grand. Et du coup, ici, j'ai 1 sur 3 Q' carré. Et en fait, si je prends tous ces petits disques, donc ici, c'est simplement, je ne l'ai pas dessiné, mais j'ai l'axe R des réels qui se balade ici. Voilà. Et donc, si je prends tous ces petits disques, à la fin, si je les mets de rayon 1 sur 3 Q carré, ils ne vont pas tout recouvrir. Voilà. Autrement dit, c'est exactement ce qui arrive ici avec la stratégie de Schwartz. Vous avez des rationnels, vous avez autour de chaque rationnel un petit disque, sauf que le petit disque de Schwartz, si on veut, il est trop petit, et par défaut, il ne recouvre pas tout. En tout cas, les disques trouvés par son ordinateur. Voilà. Donc, c'était une... Ok. Je ne sais pas si ça répond à la question du chat. Je pense que oui, tout à fait. C'est assez contre-intuitif, en effet. Hein. Ouais, c'est quelque chose que moi, j'ai tendance à oublier. C'est assez dingue. C'est assez dingue. Ouais, alors effectivement, d'ailleurs, je vois, ça a à voir avec le diophancien, oui, ça a à voir avec ce qu'on appelle l'approximation diophancienne, qui consiste justement à se demander, quand j'ai un nombre réel, est-ce que je peux trouver des rationnels très très proches ou pas, comment je peux bien l'approximer par des rationnels. Ça a tout à fait à voir avec ça. Et de façon générale, d'ailleurs, en système dynamique, les diophanciens apparaissent très souvent de façon assez surprenante. Enfin, d'une façon. Ok, est-ce qu'on retourne sur le diaporama peut-être? Bon. Ouais, on peut retourner sur le diaporama. Donc on était sur les billards quelconques. Ouais. Voilà. Donc, on était sur les billards quelconques et voilà ce que j'avais à dire. Ouais, alors je vais juste finir avec un billard sur lequel on comprend des choses, mais justement c'est des choses récentes. Tu peux passer au transparent suivant. Pardon. Donc j'ai dit un rectangle et a fortiori un carré, on comprend bien. Un triangle équilatéral, on comprend bien. Si on veut le polygone naturel suivant, c'est le pentagone régulier. Donc voici un pentagone régulier avec un bout de trajectoire de billard. Et on peut se demander, est-ce qu'on est capable de comprendre ces pentagones réguliers? La réponse est oui, on a des théorèmes satisfaisants, mais c'est très récent.
tu peux montrer la suite. Les théorèmes sont très récents. Le premier dont je voulais parler justement, c'est un théorème de Curtis McMullen, donc, qui était le directeur de thèse de Mariam Mirzakhani, de 2003, qui a montré que c'était ce qu'on appelle un système, ce que parfois on appelle un système parfait, au sens où une orbite, elle est soit périodique, soit elle est dense et remplit le billard uniformément. C'est-à-dire que le système est uniquement ergodique en termes techniques. Et ça, c'est un théorème assez difficile et de 2003 et qui est très particulier à ce billard-là. Donc c'est vraiment... on est bien d'accord que c'est dense comme pour le tore, c'est-à-dire qu'il y a des points qui seront pas attrapés. Oui, exactement, pardon, j'aurais dû le dire. C'est dense comme pour le tore, au sens où quand je dis que ça visite partout, ça visite comme nous, on visite un musée, c'est-à-dire qu'on voit plus ou moins tous les tableaux, ça ne veut pas dire que nos chaussures ont savonné tout le parquet. Donc, c'est-à-dire que quand on dit quand ça remplit, ça veut dire qu'on est allé devant chaque tableau. Ça ne veut pas dire qu'on a arpenté chaque millimètre carré du musée. Je ne sais pas si ça répond à la question. Et le deuxième théorème est encore plus récent. Il a aussi 2 ans. Enfin, d'ailleurs, c'est marrant parce que quand on met la date des théorèmes, aujourd'hui, on met la date des théorèmes. Les théorèmes, ils sont toujours un tout petit poil plus vieux parce que ça, c'est la date de publication du papier. Le théorème, lui, il est plutôt de 2016 ou quelque chose comme ça. Et donc, le théorème de la mathématicienne américaine Diana Davis et du mathématicien français Samuel Lelièvre de 2018, c'est en fait un théorème qui donne une description explicite de toutes les orbites périodiques. C'est-à-dire ici, tout en bas, il y a 4 exemples d'orbites périodiques pour ce billard pentagonal. Vous voyez que ça fait des dessins hyper jolis. Ah oui, c'est magnifique. C'est complètement magnifique. Hein. On aura envie de les voir en grand. Fait, exactement. Et d'ailleurs, je crois que le point de départ du papier, c'était, je crois que c'est Diana qui avait fait demander à son ordinateur de calculer justement ces trajectoires périodiques. Elle avait fait des dessins. Elle avait dit ces dessins sont magnifiques. Il y a forcément des choses à comprendre. Et du coup, elle a compris des choses. Et avec Samuel, ils ont donné une description très explicite des orbites périodiques. Ça ressemble un tout petit peu à la description explicite des orbites périodiques sur le rectangle. C'est-à-dire sur le rectangle, en gros, il faut donner une pente rationnelle et à partir de là, on arrive à décrire une orbite périodique. Là, c'est très proche. Alors, ce n'est pas tout à fait des rationnels, justement. Ça vit plutôt dans un monde un tout petit peu plus compliqué, mais pas beaucoup plus compliqué. Si tu passes au transparent d'après, je crois que j'ai prévu d'en dire 2 mots. Donc, on y est. Ouais, donc voilà. Je peux expliquer très rapidement les idées clés pour comprendre ce billard pentagonal. C'est les mêmes. Enfin, le début, c'est pareil pour les 2 papiers. La première chose, c'est d'appliquer cette stratégie du dépliement. C'est ce qui est fait sur la figure de gauche ici. On est parti d'un pentagone régulier ici, dont les 5 côtés ont 5 couleurs et sont numérotés 1, 2, 3, 4, 5. Et puis on fait des réflexions autour des côtés du pentagone. On fait une réflexion, par exemple, autour du côté 2, on arrive au pentagone qui est juste au-dessus à droite, et puis après on fait une réflexion autour du côté 5, et puis etc., etc. Et simplement, quand la réflexion est autour d'un côté et par rapport à un côté qu'on a déjà rencontré, par exemple, ici, si on arrive, le côté 3A tout à droite de la figure, enfin en haut à droite de la figure, eh ben, on l'a rencontré aussi à gauche de la figure. Voilà. Donc on ne fait pas la réflexion si on a déjà retrouvé le côté par une translation. Parce que du coup, ce qu'on va dire, c'est que si on sort par ce côté, pas besoin de faire une réflexion, on rentre par l'autre côté. Donc ici, ce qu'on dit, c'est que si je sors par le côté 3A en haut à droite, je rentre par le côté 3A en haut à gauche. Et comme ça, on fait toutes les réflexions possibles et on s'arrête dès qu'on tombe sur un côté sur lequel on est déjà côté. Et au miracle, parce que le pentagone est régulier et donc ces angles ne sont pas trop compliqués, en fait, après 10 réflexions, on a juste 10 copies à faire. Tout à l'heure, dans le cas du rectangle, c'était 4. Ici, on en fait 10 et au bout de 10, on a tout fait. C'est-à-dire que là, quel que soit le côté par lequel vous sortiez de la figure, ça vous fait rentrer par un autre côté parallèle. Et donc, d'une certaine façon, ça permet de comprendre, d'écrire les trajectoires de billard dans ce pentagone. C'est la même chose que des lignes droites dans cette espèce de couronne. Cette espèce de couronne dans laquelle certains côtés sont identifiés, justement. Quand on sort par un côté, on rentre par un autre côté. Donc à droite, on a quelques exemples de trajectoires, alors justement, qui ont tendance à être périodiques. Ici, la trajectoire noire à gauche, elle sort par un côté bleu, et ben, elle re-rentre par le même côté bleu qui doit être tout en bas. Et du coup, ça donne, on la voit qui continue en noir sur le pentagone du bas et continue. Voilà. Ensuite, elle arrive sur un côté jaune et ressort juste en face sur le pentagone du haut. Et puis là, elle sort par le côté 3 qui est en fait identifié avec le début de la trajectoire. Et donc ça nous fait une trajectoire périodique. Et d'une certaine façon, sur cette figure, on arrive à mieux comprendre les trajectoires périodiques et en particulier à mieux les coder aussi. Donc cet objet-là, le dépliement, c'est ce qu'on appelle une surface de translation et c'est un objet à la fois très joli et fondamental. Et ce qui se passe en plus, c'est comme notre pentagone est régulier, on peut faire des calculs explicites.
Et en fait, ce qui se passe, c'est que tous les points sont ce qu'on appelle à coordonnées dans Q de crochet racine de 5, c'est-à-dire que tous les points sont du type 1 rationnel plus 1 rationnel fois racine de 5. Et donc, on arrive à faire des calculs très explicites et à tout décrire explicitement. Et ça permet de faire les très jolis dessins qu'on voyait sur le slide précédent. Alors, on a une question là. Tout à l'heure, Ouais. on avait un tort quand on identifiait les côtés du carré. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'on obtient? Alors, cette fois-ci, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient quelque chose de plus compliqué du tort. Alors, théoriquement, n'aurais dû aborder cette question que dans la seconde moitié de l'exposé, mais puisqu'il est 21h05, on peut en parler. On a une surface qui est plus compliquée, ce qu'on appelle une surface. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une surface? C'est quelque chose qui ressemble à une surface. Et ici, ça ne va pas être un tort si on essaie de comprendre ce que c'est de cette surface. C'est en fait, on peut le calculer, et il y a même des moyens très rapides de le calculer. C'est une espèce de bouée comme un tort, mais avec 6 trous. C'est une bouée à 6 places. D'accord. Et on a une autre question qui dit, est-ce qu'on utilise les propriétés arithmétiques de Q racine de 5? Ouais, je ne sais pas à quelle propriété Sophie fait référence, mais disons... non, je crois pas. Je crois qu'on utilise juste le fait que c'est un corps assez simple, et c'est un Q espace vectoriel de dimension 2, et c'est pas très compliqué. Disons, voilà, c'est... Bon, je l'ai dit, je dis peut-être des bêtises, mais de ce que j'ai compris du papier, qui est très joli, je crois qu'on n'utilise pas des propriétés très compliquées de Q de racine de 5. Très bien. Je passe au transparent suivant. Ouais. On va pouvoir passer au transparent suivant et se rapprocher petit à petit du premier théorème de Mirzakhani que je voulais expliquer. Alors, le transparent suivant, on sort un tout petit peu de ce monde-là, mais c'est juste pour donner d'autres exemples. C'est le billard elliptique. Donc cette fois-ci, c'est plus polygonal. On a un bord qui est courbé, mais on peut quand même jouer au billard dedans. Alors peut-être que d'ailleurs, on se rapproche un tout petit peu. Il y a une autre image que j'aime bien, qui est plutôt que d'imaginer qu'on joue au billard sur une table de billard, et justement il y a le problème des frottements et tout ça. Moi j'imagine qu'on est plutôt dans une pièce dont les murs sont réfléchissants et qu'on a un pointeur laser et qu'on regarde la trajectoire suivie par notre pointeur laser. Ça nous rapproche de l'optique, parce que justement les ellipses et ce genre de choses ont des propriétés optiques importantes. Alors pourquoi je parle du billard elliptique ici? C'est simplement pour mentionner une chose justement qui est jolie, qui est que le billard elliptique, c'est un autre exemple assez différent parce qu'il n'est pas polygonal, mais de billard qui est complètement compris, même si ça ne se voit pas forcément sur les dessins. Qu'est-ce que je veux dire par complètement compris? Deux choses. Déjà, il est très bien compris au sens où on comprend les trajectoires périodiques et les trajectoires pas périodiques, et puis même on arrive à bien décrire les trajectoires. Si on regarde les deux images de gauche ici, elles ont quelque chose en commun. On est parti ici d'un point qui est le point jaune, et puis avec la canne qui est figurée, et on a pointé assez horizontal. En fait, pour ceux qui savent, une ellipse, c'est une courbe qu'on peut construire à partir de deux foyers. Ici, les deux foyers sont indiqués sur la figure, peut-être pas très bien, mais on les voit, les deux foyers. C'est les deux points qui sont à l'horizontale, deux points jaunes. Voilà. Et une ellipse, en fait, c'est construit, la façon dont la méthode du jardinier, d'ailleurs, pour construire les ellipses, c'est de choisir une corde, de l'attacher chaque extrémité de la corde aux deux foyers et de regarder l'ensemble des points dont la somme des distances à ces deux foyers est constante. Et du coup, ce que ça veut dire, c'est que vous mettez un piquet. Vous avez vos deux foyers, vous avez votre corde, vous mettez un piquet, vous tirez la corde au maximum et vous faites le tour comme ça et ça vous dessine une ellipse. Okay. Pourquoi je dis ça? Parce que ça s'appelle les foyers de l'ellipse. Et ce qui se passe, c'est que si votre première balle, celle qu'on fait ici, vous tirez à l'extérieur des deux foyers, c'est-à-dire vous visez de telle sorte à faire le tour du premier foyer, et il se passe que votre trajectoire, elle va toujours faire le tour des foyers, elle va toujours rester à l'extérieur des foyers, et elle ne va jamais venir couper le segment ici qui est entre les deux foyers. Voilà. Et donc ça fait que c'est ce qu'on appelle un système dynamique intégral et un système qu'on comprend bien. Et ici, on voit visuellement même que la trajectoire, dont on a une centaine ici, les 100 premiers rebonds, en fait, elle est même tangente à une autre ellipse qui est à l'intérieur et dont les foyers sont les mêmes. Donc, on comprend assez bien. Voilà. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe si, au contraire, on tire à l'intérieur des foyers, qu'on vise la droite, justement, qui relie ces deux foyers? Cette fois-ci, c'est la figure de droite, où cette fois-ci, au contraire, en tout temps, on va retaper le segment entre les deux foyers, et donc la trajectoire ne va pas arrêter d'osciller entre le bord supérieur et le bord inférieur. Et même un petit peu plus, vous voyez que la trajectoire, elle va même être tangente. Alors, je ne sais pas si on devine, mais la courbe qui est dessinée sur la droite et sur la gauche par la trajectoire, l'enveloppe des trajectoires, c'est une hyperbole. Donc, elle est même tangente à une certaine hyperbole dont les foyers sont encore toujours les deux mêmes gus. Donc ici, c'est un joli système où on comprend tout.
Et en particulier, ici, on voit qu'on n'a pas de trajectoire dense pour répondre à la question qui était posée tout à l'heure. Parce que la trajectoire, soit elle est toujours à l'extérieur des foyers, soit elle est toujours entre les deux foyers, mais il faut qu'elle choisisse. Elle ne peut pas faire les deux à la fois. Voilà, donc ça, c'est juste un exemple qu'on comprend assez bien, mais qui va nous permettre d'arriver cette fois-ci au problème qui nous intéresse sur le transparent suivant. Voilà. La question qui avait été posée par le mathématicien et physicien anglais Penrose dans les années, je pense, 60 peut-être début 70, c'était ce qu'il appelait le problème de l'illumination. Le problème de l'illumination est quel est l'ensemble des points qu'on peut atteindre depuis un point donné. Alors peut-être si on voit la figure, je pourrais expliquer pourquoi on appelle ça problème de l'illumination. Je ne la mets pas tout de suite la figure parce qu'on a une question du chat. Je pense que voilà, si on vise un foyer dans le billard elliptique. Ah, très bonne question. Et ben, si on vise un foyer, et ça c'est peut-être l'exercice le moins difficile, la chose la moins difficile à prouver parmi ce que j'ai dit, c'est qu'après le rebond, la trajectoire va passer par l'autre foyer. Et donc la trajectoire ne va pas arrêter de passer par le foyer 1, puis le foyer 2, puis le foyer 1, puis le foyer 2, puis le foyer 1, etc. Et d'ailleurs, vous pouvez même réfléchir, elle va avoir tendance à s'accumuler du coup sur le grand axe de l'ellipse. J'ai une autre question. Dans un billard elliptique, plus les angles de rebond sont obtus, plus on s'éloigne du foyer. Point d'interrogation. Oui, c'est ça. Plus les angles de rebond sont obtus, plus en fait la trajectoire va rester tout près du bord. En fait, elle va être quasiment tangente au bord. D'accord. Donc plus l'angle est petit. Voilà. Alors le problème de l'illumination, c'est le suivant. Vous avez un billard ici. J'ai pris volontairement une forme très compliquée que j'imagine plutôt justement comme un musée. D'accord. Et le musée, c'est une nocturne, c'est la nuit des musées. Et on veut juste mettre une bougie en un point dans ce musée. Alors, on va supposer que les murs sont tous des miroirs. On a mis une bougie en un point. Et on se demande quels sont tous les points du... Est-ce que ça éclaire tout le musée ou pas? Autrement dit, je place une bougie en un point et je lance des rayons lumineux ou une balle de billard. Vous prenez le monde que vous préférez. Et vous vous demandez, est-ce que vous allez partout ou est-ce que vous n'allez pas partout? Donc, par exemple, si je prends l'espèce d'animal de gauche, est-ce que ici, en mettant une source lumineuse dans la bosse de gauche, est-ce que je peux atteindre une des têtes de droite ou ce genre de choses? C'est une question de Penrose. Alors, il y a une première réponse qui a été donnée assez rapidement, justement, c'est pour ça que je parlais du billard elliptique. À droite, la figure de droite est un exemple pour lequel on ne peut pas tout atteindre. Donc, il faut que je décrive un tout petit peu la figure. Mais en gros, la partie inférieure de la figure, c'est juste un arc d'ellipse. C'est un arc d'ellipse. Et juste en haut, j'ai mis 3 petites bosses, de telle sorte que ici, la courbe passe par les foyers. Les deux petits creux, ici, ils sont au niveau des foyers. Voilà. Donc là, j'ai les 2 foyers de l'ellipse, de la partie de l'ellipse qui est en bas. Et alors maintenant, ce qui se passe, c'est que je mets une source lumineuse dans la partie centrale du chapeau. Là. Donc là, sur l'étoile, sur la figure. Et ce qui se passe, c'est que maintenant, ce que je dis, ce qui est dit, c'est que les 2 petites régions de droite, les 2 petites bosses de droite, vont jamais recevoir de lumière ici. Et la raison, je viens de l'expliquer juste avant, parce que si vous avez un rayon lumineux qui part de la source, bon, il fait ce qu'il veut dans la partie supérieure, mais à un moment, il va venir taper l'ellipse du bas. Et s'il vient taper l'ellipse du bas, il vient entre les 2 foyers de l'ellipse. Et comme je l'ai dit, si une trajectoire vient entre les 2 foyers, elle repart entre les 2 foyers. Et elle ne va jamais aller à l'extérieur du coup des 2 foyers. Donc du coup, une trajectoire qui part de la source lumineuse, elle peut venir taper le mur du bas et repart dans la partie supérieure. De la partie supérieure, elle peut revenir taper l'ellipse, mais comme elle vient toujours entre les 2 foyers, elle revient toujours entre les 2 foyers, donc elle ne va jamais, les deux parties extrêmes, là, les 2 petites pointes extrêmes, vont toutes les 2 ne jamais être éclairées. Donc ça, c'est un contre-exemple. Alors d'ailleurs, là, cet contre-exemple est construit sur les propriétés du billard elliptique. Et j'ai une question de type historique dans le chat qui me dit, juste pour avoir une idée, le problème du billard elliptique, par exemple, s'est posé à partir de quand? Donc ce genre de choses, on les regarde depuis quand, ces billards? C'est une bonne question. À vrai dire, je suis embêté pour répondre à cette question parce que les ellipses et ce genre de système, c'est étudié depuis assez longtemps. Mais je pense que la théorie mathématique des billards, elle n'a pas été regardée avant les années 50 de toute façon. Donc je pense qu'on a dû, mais là c'est conjectural ce que je dis, je pense qu'on a dû se mettre à regarder les billards dans les années 50 et du coup le billard elliptique dans les années, dans les premiers mois. Quoi. Okay. Je dirais que ça doit être ça, mais je ne sais pas. C'est-à-dire c'est des choses qui auraient pu être prouvées au 19e siècle si on s'y était intéressé au 19e siècle. Je ne sais pas si quelqu'un au 19e siècle s'est intéressé au billard elliptique. Peut-être,
Et si c'est le cas, ça pourrait être Poncelet, par exemple. Ça pourrait très bien être un théorème de Poncelet. Mais à vrai dire, voilà. Donc c'est soit Poncelet, soit un mathématicien des années 50 ou 60. Voilà. Ah, excuse-moi. Ouais, donc voilà. Alors, on peut poser la question, donc, pourquoi est-ce que la réponse de droite, enfin, ça répond à la question, mais on peut quand même poser la question, qu'est-ce qui se passe pour les billards polygonaux? Si maintenant je prends un billard polygonal comme celui de gauche, est-ce qu'on peut encore construire des contre-exemples ou pas? Et ça a mis beaucoup de temps, enfin, ça a mis une trentaine d'années avant d'arriver au premier contre-exemple, qui sont ici donnés par la figure, qui est par Tokarski, le même que tout à l'heure. Je ne sais pas si quelqu'un se souvient que j'ai parlé de Tokarski. En 1995, il a donné un exemple d'un billard polygonal à 26 côtés, vous le voyez, de telle sorte que si vous placez votre bougie au point rouge, précisément au point rouge, alors le point qui est marqué d'une croix à droite ne reçoit pas de lumière. Vous pouvez vérifier, vous partez du point rouge, vous allez rebondir. Alors attention, je vous rappelle que quand on tape un coin, on dit que la trajectoire s'arrête, elle ne continue pas. Hein. Mais donc, si on part de... Ouais. Les autres points, ils sont tous visités ou pas? Ou c'est un cas Non, ce qui est remarquable, enfin ce qui est miraculeux ou pas, miraculeux, je ne sais pas, ce qui est remarquable, c'est qu'en fait, il n'y a que 7 paires de points qui ne marchent pas. C'est-à-dire, si vous mettez votre source lumineuse n'importe où ailleurs, vous tapez tous les points. Et si vous mettez votre source lumineuse au point rouge, le seul point qui n'est pas éclairé, c'est le point gris. Donc il y a un seul point qui est dans le noir. Non mais c'est fou cette affaire. Ouais, c'est pas de bol. Hein. ouais. Donc, effectivement. C'est complètement dingue. Ok. Voilà, donc ce problème de l'illumination a fasciné certaines personnes quand même, parce que justement, et ce contre-exemple de Tokarski, il est encore plus fascinant, justement. On se dit, mais du coup, est-ce que c'est juste que Tokarski, et donc juste en dessous, on voit Castro 2 ans plus tard, qui a fait un truc un tout petit peu plus simple avec 24 côtés au lieu de 26. Et on peut se demander, du coup, est-ce que c'est un coup de bol, est-ce que c'est un coup de pas de bol ou quoi? Et on a un théorème de 2014 qui explique un petit peu mieux ce qui se passe. Donc le théorème de 2 mathématiciens français et un israélien, donc Samuel Lelièvre, Thierry Monteil et Barak Weiss. Le théorème de 2014 dit si le billard polygonal, pour tout point de départ, pour la source lumineuse, on peut atteindre tous les autres points. Alors, normalement, tu me dis oui, mais alors du coup, qu'est-ce qui se passe avec l'exemple de Tokarski? Effectivement, là, j'ai un tout petit peu triché. Tu peux aller au slide suivant. La précision est importante. Ah oui. Sauf un nombre fini. Peut-être un nombre fini. Ah oui. Voilà. Donc ce théorème, d'une certaine façon, éclaire complètement cet exemple de Tokarski. Éclaire, c'est le cas de le dire, mais bon, passons. Voilà, c'est pas que Tokarski a manqué d'imagination, c'est qu'on ne pouvait pas faire vraiment mieux que ça. Voilà. Ah oui, et là... il est tombé sur quelque chose de mesure nulle, en quelque sorte, à tous les coups, c'est ça qu'on doit comprendre. Ouais, c'est vraiment, il faut le travailler pour le trouver, quoi. Et c'est même pire que... Voilà, il est tombé sur quelque chose de mesure nulle, et c'est même pire que ça. Le théorème ne dit pas seulement que c'est de mesure nulle, et c'est un nombre fini de points qui ne marchent pas. Ouais. Donc c'est encore pire que ça. Voilà. Alors là, on arrive enfin à pourquoi ce théorème. Et pourquoi ce théorème? Alors, je vais peut-être expliquer un mot de l'idée de la preuve. Un mot de l'idée de la preuve de ce théorème, c'est encore une fois toujours cette idée de dépliage. Donc on fait du dépliage, ici je fais juste partie des surfaces de translation les plus simples, qui étaient les tores qu'on avait obtenus au début, on les déplie. Et simplement ici, l'idée centrale, c'est que en plus, maintenant qu'on n'a plus que des translations, on n'a plus de symétrie dans cette histoire quand on a fait une histoire de translation. Et donc on peut déformer les surfaces de translation par ce qu'on appelle des transformations affines. C'est-à-dire qu'en fait, on peut les tordre d'une certaine façon selon la direction horizontale, d'une autre façon selon la direction horizontale, de façon pas forcément la même. Donc pour ceux qui savent, ça veut dire appliquer une matrice de 2 au plan, quoi. Et ce qui se passe, c'est que du coup, on a toujours une surface de translation. Si on partait d'une surface de translation, on a toujours une surface de translation. Donc le monde des surfaces de translation, on part des billards, on obtient des surfaces de translation, mais dans les surfaces de translation, on a un peu plus de flexibilité. On a ces déformations par des transformations affines. Et dans ce monde des déformations, du coup, c'est encore un système dynamique. C'est-à-dire on part d'une certaine surface de translation, qui vient d'un billard, on la déforme,
Donc c'est encore une espèce de système dynamique et on veut comprendre ce qui se passe. Il y a un théorème absolument fondamental de 1990, c'est le théorème de la mathématicienne russe Marina Ratner, et de dire, bon, là c'est un cas très particulier de son théorème, mais c'est le théorème de Ratner dit, dans le cas du tore, donc sur les dessins que j'ai fait au-dessus, quand je déforme le tore, si je commence à déformer le tore de façon continue, quand je déforme le tore de façon continue, soit je vais retomber sur le tore initial au bout d'un moment, c'est-à-dire soit je vais retomber sur la même surface de translation qu'au début, soit au contraire, je vais passer près de toutes les surfaces de translation, de tous les tores qu'on peut obtenir par translation. Oui, alors là, il faut bien comprendre que le mot orbite périodique, maintenant, c'est des orbites de tore qu'on déforme, hein, c'est plus des orbites de trajectoire. Voilà, c'est l'idée très importante de toute cette branche des mathématiques qui est difficile à comprendre, mais qui à la fois est à la fois jolie, mais qu'on peut quand même comprendre, qui est que cette fois-ci, on déforme plus, c'est plus la trajectoire qu'on suit, c'est d'une certaine façon, c'est la table de billard elle-même qu'on déforme. Alors là, c'est pas tout à fait la table de billard, puisque c'est la surface de translation. En particulier, dans la table de billard, on a le problème des réflexions, alors que là, on n'a plus le problème des réflexions. Mais on déforme toute cette surface de translation. Et donc, tu peux passer au transparent d'après. Voilà. Et donc, dans le cas du tore, on avait tout. Et là, l'idée, c'est que maintenant, on n'a plus des tores. Mais donc, l'idée, c'est que maintenant, j'ai ici, c'est une illustration. Attends, peut-être, je te coupe encore. Ce théorème, ouais. Pourquoi il est si important finalement? Alors, pourquoi il est important ce théorème Alors, il est important un peu comme les théorèmes d'orbite périodique dans le billard triangulaire de tout à l'heure. En soi, je ne sais pas s'il est si important. Mais c'est des théorèmes qui sont un peu les témoins de l'avancée de la théorie, justement. De façon générale, la théorie mathématique des billards, ce n'est pas parce qu'en soi, les billards sont importants. Je veux dire, c'est pas si important que ça. Qu'est-ce qu'on peut éclairer avec un laser? Il suffit de faire un essai, si on veut. Ce qui est important, c'est les méthodes. D'ailleurs, il y a une remarque très concrète. Concrètement, dans la vraie vie, on me dit, qu'est-ce qu'on observerait? Une luminosité très faible? En fait, c'est une bonne question. Je ne sais pas ce qui se passe si vous jouez au laser dans une salle remplie de miroirs. C'est une bonne expérience à faire. Je pense qu'on a mal aux yeux. Enfin, je ne sais pas. Ouais. Parce qu'un laser, ça a quand même une énergie finie, donc on ne peut pas tout éclairer. Donc, c'est une bonne question. Je ne sais pas ce qui se passe. Okay. Non, je pense que sur le point de droite, on voit quand même de la lumière parce que notre œil, il ne sera jamais exactement au point de droite. Notre œil, il va capter tous les rayons lumineux qui passent dans un voisinage du point de droite. Et dans un voisinage, il passe les mêmes rayons partout, il y en a. Donc, je pense qu'en fait, humainement, on ne verra pas le point de droite. Voilà, exactement. C'est une autre remarque que je vois dans le chat. Le laser, il a une épaisseur. Donc, de toute façon, physiquement, on ne le verra pas, ça. Donc, pour revenir juste à ce que tu disais, le théorème de Lelièvre, Monteil et Weiss, c'est un théorème qui asticotait les gens depuis 20 ou 30 ans. Et c'était une conjecture ouverte dans le domaine depuis 20 ou 30 ans. Et les gens se disaient, le jour où on démontrera cette conjecture, c'est sans doute que la théorie aura progressé. Et pour beaucoup de gens, dont moi, les conjectures, c'est un peu des phares, tu vois, dans l'océan mathématique. Des phares ou des ports, ou des montagnes, ou ce que tu veux. C'est-à-dire, c'est pas si important de gravir telle ou telle montagne ou d'arriver à tel ou tel endroit. Ce qui est important, c'est toutes les techniques qu'on doit développer pour y arriver. En fait, c'est plutôt le théorème de Ratner qui est beaucoup plus abstrait et pour lequel j'avais envie... Le théorème de Ratner, justement, c'est un théorème qui est beaucoup plus abstrait, mais il est fondamental parce que le théorème lui-même, il est plus général. Et en fait, le théorème de Ratner, il s'applique à tout un tas de flots et tout un tas d'espaces. Et il a permis de résoudre pas mal de conjectures en même temps. C'est un théorème qui, les années suivantes, et en particulier plusieurs conjectures de théorie des nombres. La conjecture d'Oppenheim a été résolue grâce au théorème de Ratner. Donc, je ne vais pas parler de la conjecture d'Oppenheim parce que ce n'est pas le sujet, mais c'est pour dire que il y a les grands théorèmes ou les grandes conjectures aujourd'hui, c'est ceux qui donnent beaucoup de conséquences. Donc, ce théorème de Ratner était très important parce qu'il donne beaucoup de conséquences. Et si tu passes au transparent d'après, du coup, je pourrais faire un parallèle. On va même avancer, on va avancer au suivant pour gagner un tout petit peu de temps, juste pour dire, qui était que... excuse-moi, on revient au précédent pour que j'explique l'idée, et puis après on conclura là-dessus. Donc, j'explique juste pourquoi est-ce que cette histoire de déformation de surface est importante. On a ici un billard à gauche, qui est une espèce de pentagone, là, mais pas convexe, et on a un point rouge et un point bleu, et on se demande s'il y a une trajectoire entre le point rouge et le point bleu. Voilà. On se demande, est-ce qu'il existe une trajectoire qui va du rouge au bleu, exactement comme dans le problème de l'illumination.
Alors, ce qu'on dit, c'est on imagine qu'il y a une trajectoire. Sur la figure à droite, la troisième figure, on l'a trouvée, cette trajectoire. Vous voyez, elle fait un certain nombre elle fait un certain nombre de rebonds. Et au milieu, j'ai le dépliement correspondant, justement. C'est-à-dire que je suis la trajectoire et on fait les dépliements qui correspondent. Donc, en fait, dire il existe une trajectoire qui va du point rouge au point bleu, c'est dire dans un certain dépliement, dans une certaine surface de translation, j'ai un segment, cette fois-ci, qui va du point rouge au point bleu. Parce que les trajectoires de billard dans la surface de translation, ça devient des segments. Voilà. Mais ce segment, il est peut-être très long, justement, parce que la trajectoire, elle est peut-être très longue. Donc, on va avoir du mal à le trouver, exactement comme avec nos trajectoires triangulaires qu'on a du mal à trouver. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait, justement? Eh bien, sur la dernière figure, la quatrième figure, on a appliqué une transformation affine du plan qui a transformé cette trajectoire, ce segment qui était très long, en un segment très court et vertical. Donc, le fait de déformer cette surface de translation par des transformations affines, ça transforme une trajectoire de billard très longue en quelque chose de très court, en un segment très court. J'ai l'impression qu'on n'a pas fait on n'a pas fait que juste appliquer une application linéaire, parce que j'avais un bout de la trajectoire qui est ici, qui était tout seul, Ouais. sur la gauche, et qui, là, je le vois aller arriver jusqu'au bout. Ouais, tu as tout à fait d'accord, tu as tout à fait raison. On a fait un peu plus qu'une transformation parce qu'on a un tout petit peu découpé et recollé notre surface de translation. Comme on l'a dit tout à l'heure, une surface de translation, c'est une surface dont les côtés sont identifiés par des translations. Et il y a une opération qu'on a le droit de faire sans changer la surface de translation, c'est un moment de prendre notre paire de ciseaux, de découper la surface de translation et de recoller le petit triangle qu'on vient de découper, par exemple, sur le côté qui correspond. Donc, effectivement, on a fait un tout petit peu plus qu'une transformation affine, on a fait aussi un peu de découper-coller. Ah oui, et genre comme c'est bien parallèle, tu peux le faire en plus, c'est ça Et comme c'est l'idée. bien parallèle, on peut bien le faire, et donc Ok. du coup, on y arrive, quoi. Donc, ça, c'est une idée. Voilà. Donc, il y a cette idée, évidemment, nous, on la cherche, cette trajectoire. On ne sait même pas si elle existe. Ce qu'on dit, c'est que si elle existe, en fait, ce qui existe aussi, c'est une déformation affine de la surface de translation qui rend cette trajectoire très, très courte. Ce qui veut dire qu'en fait, pour chercher ces trajectoires de billard, une autre façon de faire, c'est de prendre une surface de translation et de regarder toutes les déformations affines possibles des surfaces de translation et de regarder l'ensemble des points de la surface qui vont passer près de notre point rouge. C'est-à-dire, si je veux comprendre quels sont les points qui vont être illuminés par ma source lumineuse rouge, je prends toutes les déformations possibles de ma surface de translation et je regarde tous les points qui, dans ces déformations, vont passer près de la source lumineuse rouge. Si au cours d'une déformation, il passe près de la source lumineuse rouge, alors au départ, il était illuminé. Ok, c'est beaucoup plus clair maintenant pourquoi le théorème de Ratner est important. Voilà. Sa Et donc, philosophie en tout cas, parce que c'était pour les voilà. torts, c'était pas pour ça. Et donc la philosophie, ouais, peut-être que voilà, la philosophie ici, du coup, c'est plutôt que de chercher toutes les trajectoires à la main du point rouge au point bleu, je vais plutôt regarder toutes les déformations possibles de la surface de translation et je vais regarder ce qui se passe. Et maintenant, on peut passer au transparent suivant. Voilà, donc le transparent suivant, c'est la première remarque, c'est donc l'ensemble des points qu'on peut atteindre, c'est l'ensemble des points qui vont être proches pour une certaine déformation de la surface. Et maintenant vient le théorème. Oups, Voilà, pardon. donc le théorème, non, c'est bon, c'est bon. Ouais, sauf Le que théorème, je l'ai pas bien mis. Voilà. voilà. Le théorème de Ratner, c'était dans le cas du tore, les orbites, bon, soit elles sont périodiques, soit elles passent partout. Et le théorème vraiment magique, donc, qui s'appelle le théorème de la baguette magique, donc de Alex Eskin, Mariam Mirzakhani et Amir Mohammadi, donc de 2012, c'est que dans le cas des surfaces plus compliquées, comme celle du Pentagone, et en fait toutes les surfaces de translation dont vous pouvez rêver, les orbites pour le flot de déformation ne sont pas trop sauvages. Alors quand je dis pas trop sauvage, justement, il y a des termes mathématiques à mettre, mais le terme mathématique exact ici, c'est sous-variété affine de l'espace des modules. Plutôt la fermeture des orbites est une sous-variété affine de l'espace des modules. Alors évidemment, c'est des termes mathématiques compliqués à expliquer, mais ce que ça dit, c'est que du coup, en fait, l'ensemble des choses qu'on peut atteindre comme ça en déformant une surface de translation, il est très très compréhensible. Et du coup, le théorème que j'ai mentionné juste avant sur les billards de Lelièvre, Monteil et Weiss, c'est une conséquence de ce théorème de la baguette magique. Alors, ce n'est pas une conséquence triviale, l'article fait quand même une quinzaine de pages,
Mais c'est vraiment une conséquence de ce théorème formidable qui, lui, justement, s'applique et éclaire vraiment tout un pan des mathématiques. Alors, pas trop sauvage, là, pour bien comprendre, si je compare avec le théorème de Ratner, donc il est déjà pas trop sauvage, hein, Ouais. donc être périodique, bon, c'est évidemment pas trop sauvage, et passe-partout, ça fait partie de pas trop sauvage. En fait, c'est parce que j'ai oublié un mot, j'aurais dû dire les adhérences des orbites. Et D'accord, l'adhérence d'une orbite qui passe partout, c'est tout. c'est Donc tout. tout, on peut considérer que Oui. c'est assez simple. Ici, c'est les adhérences des orbites qui ne sont pas trop sauvages. Et ça explique tout. Bon. Oui, donc En fait, où le ça théorème prend de Ratner tout, est vrai. où ça Ouais, prend des surfaces ou des choses intermédiaires, c'est ça que tu veux dire? exactement, Ok. exactement. Et donc, du coup, ici, dans le cas des billards précédents, en fait, dans le cas des billards polygonaux, il faut travailler un peu pour dire qu'en fait, ça prend tout. Alors, comme c'est l'adhérence, justement, il faut comprendre en quoi l'adhérence diffère de ce dont on est parti. C'est comme ça qu'on enlève un nombre fini de points et ce genre de choses. Mais c'est à peu près ça ce que ça veut dire. J'ai une question d'Emmanuel qui dit, est-ce que ça change Ouais. aussi le nombre de rebonds? Alors attends, Alors, probablement ouais, en fait, on pourrait suivre le nombre de rebonds au cours de la trajectoire. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une subtilité qui est difficile à saisir. C'est que quand on passe dans le monde des surfaces de translation, justement, on a un peu éliminé des rebonds. Et c'était la première remarque qu'avait fait Vincent au tout début de l'exposé quand il avait dit « Mais tu as oublié de l'information parce que j'avais gardé que 2 des 4 bords de la table rectangulaire. Dans le tout premier transparent, j'avais gardé que les bords verts et violets. Et là, voilà. » Donc, quand on crée cette surface de translation, on a tendance à effacer certains bords. Alors, on pourrait regarder cette information et la retrouver. C'est juste que naturellement, effectivement, on a tendance à la perdre. Mais on pourrait rendre les choses concrètes et la retrouver. ok. Je regarde un peu dans le chat donc on me dit je suis perdu avec cette connexion avec les espaces de modules. C'est vrai que c'est une, euh, c'est une Ouais. abstraction. Non, Euh, c'est une très belle abstraction. Si vous n'êtes perdu que maintenant, je suis content. Parce que, bon, personnellement, c'est des choses qu'il m'a fallu des mois ou des années pour comprendre. Et en partie, voilà. Donc, les espaces de modules, c'est des objets fondamentaux en mathématiques, et pas que en système dynamique, aussi en géométrie algébrique ou d'autres choses. Et justement, ici, c'est un théorème qui touche vraiment au cœur à des choses fondamentales, parce que ça parle d'espace de modules. Mais c'est aussi pour ça c'est à la fois pour ça qu'il s'applique dans plein de domaines, et aussi pour ça qu'il n'est pas facile à expliquer. je vois qu'il est déjà 21h30. Je vais peut-être te Ouais. poser peut-être une dernière question. Qu'est-ce que c'est que Ouais. pourquoi on appelle ça le théorème de la baguette magique? Parce que bon, des théorèmes qui donnent des résultats un peu inattendus, il y en a plein et on ne les appelle pas baguette magique. Là, il y a une raison. Ouais, tout à fait. Alors, je ne sais pas qui a inventé cette appellation. Peut-être que c'est Anton Zorik, un mathématicien russe, mais installé en France, à Paris, parce que lui, il aime bien. En tout cas, bon, je sais que lui, il l'appelle le théorème de la baguette magique. Il a écrit des choses dessus. Euh, L'image qu'Anton explique, c'est parce que en fait, l'espace de module, c'est-à-dire l'ensemble des surfaces de translation, c'est un espace très 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 compliqué et très 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 sauvage. Il y a vraiment des dizaines de mathématiciens qui travaillent là-dessus pour essayer de le comprendre. Et donc, c'est un espace très, très sauvage. Et l'idée qu'a Anton, c'est de dire que du coup, ce théorème, il permet, quand on sait dire quelque chose sur un point de cet espace, on sait dire des choses sur tout l'espace, parce qu'on peut appliquer le flot de déformation, on comprend quelque chose sur les orbites. Et donc, il y a vraiment l'idée, avec votre baguette magique, vous touchez un point de l'espace, une surface, et ça vous parle de tout l'espace d'un coup. Ah oui, ça te parle de toute l'orbite, c'est ça que tu veux dire. Exactement, ça te parle de toute l'orbite, et comme si tu as de la chance, toute l'orbite, comme j'ai dit, elle n'est pas trop sauvage, dans de nombreux cas, ça va être tout l'espace. Donc c'est un peu Ah oui, l'idée, oui, c'est ou ça, peut-être, d'accord. Ah oui, mais c'est comme une baguette. Non, mais t'as raison. je ne sais pas si j'ai raison, mais en tout cas, c'est cette idée, ou peut-être même justement une sous-variété affine, c'est quelque chose d'assez joli. Donc il y a l'idée, vous touchez à un point et paf, vous faites apparaître une sous-variété affine qui est de toute façon quelque chose de joli. En tout cas, il y a vraiment cette idée que vous touchez un point de l'espace et automatiquement, vous avez quelque chose de joli qui apparaît. J'ai une dernière remarque dans le chat quand même. Donc, que signifie sauvage intuitivement? Ouais, j'aurais peut-être dû le dire. Sauvage, c'est parce que dans le domaine des systèmes dynamiques, on est habitué à des choses un peu moches. Enfin, moche, c'est toujours une question de point de vue. Mais dans les systèmes dynamiques, très naturellement apparaissent des fractales, par exemple. Ici, c'est tout l'opposé d'une fractale. On pourrait imaginer que l'orbite va être quelque chose justement un peu fractal ou quelque chose comme ça. Ici, non, une sous-variété affine, c'est quand même quelque chose d'assez joli. Sauvage, ça pourrait être, voilà, un autre exemple dont j'ai finalement pas trop parlé, mais je peux juste partager le tableau une dernière fois. Voilà.
Je crée une nouvelle page. Dans quelque chose de très proche. Je vais dessiner ce qu'on appelle une surface de genre 2, donc Puintor, une bouée avec 2 trous. Voilà. C'est une bouée à 2 trous. Et dessus, on considère ce qu'on appelle des géodésiques, c'est-à-dire des courbes qui vont tout droit. Je vais considérer une courbe qui va tout droit sur cette bouée à 2 trous. Donc elle fait ça, et puis après elle passe derrière, et puis elle revient dessus. Elle est toute droite. D'accord ? Voilà. Et on peut essayer de comprendre, du coup, qu'est-ce que fait une orbite comme ça pour ce flot géodésique. Alors sur le tore, justement, c'est les trajectoires de billard dont on a parlé tout à l'heure, c'est très bien compris. C'est le billard rectangulaire. Ici, sur une surface de genre 2, en général, justement, une orbite particulière, elle peut faire des choses très sauvages. Par exemple, elle peut aller s'accumuler sur un cercle. Ou alors, ce qu'elle peut faire, elle s'accumule pendant tout un certain temps autour d'un cercle, et puis au bout d'un moment, paf, elle va repartir, et puis elle va aller s'accumuler ailleurs. Hop, et puis pendant très longtemps, elle va s'accumuler autour d'ici, et puis au bout d'un certain temps, elle va repartir s'accumuler ailleurs. Et donc, elle va ni remplir tout de façon homogène, ni s'accumuler sur une orbite périodique. Elle peut faire énormément de choses. Donc, sauvage, ça peut vouloir dire vraiment des comportements dans le sens difficile à dompter. On n'arrive pas vraiment à prescrire le comportement, à dire son comportement, c'est ça et c'est tout. Ça peut avoir un comportement un peu aléatoire. Peut-être que voilà, sauvage, on pourrait dire aussi aléatoire, au sens où les géodésiques, comme ça, sur une surface à plusieurs trous, ont en général des comportements assez aléatoires. Voilà ce que je voulais dire. Je reviens sur le diaporama. Et peut-être même sur la scène, je vais même enlever le diaporama. Pour te remercier, Pierre, pour ce très bel exposé. Je crois que tout le monde sera d'accord. D'ailleurs, j'aimerais bien voir dans le chat, j'aimerais bien voir une explosion d'applaudissements, des emojis. Merci. Faites péter les emojis. Donc je te remercie au nom de toute l'équipe SML pour cet exposé. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler que l'année dernière, tu devais passer. Et puis il y a eu un petit souci. Tu as attrapé quelque chose. Oui, c'était le 10 février, j'ai retrouvé la date et j'ai attrapé une grippe comme j'en ai jamais eu le 10 février. Et bon, moi je vous ai dit j'ai la grippe, je pense que c'est mieux d'annuler. Et Vincent, tu as merveilleusement repris le flambeau et tu as fait une très belle soirée. D'ailleurs. Mais c'est vrai qu'avec le recul, on peut se demander si ça n'était que la grippe. Je crois que je ne saurais jamais. Ouais. Bon, en tout cas, donc merci au nom de tout le monde, donc aussi bien ceux qui ont suivi ta conférence là maintenant que l'équipe SML qui est très très heureuse de t'avoir accueilli. Avant que vous ne partiez en courant, je voudrais vous livrer 3 informations. La première, c'est que la soirée mathématique de Lyon qui devait suivre a finalement été reportée. Elle est reportée pour plusieurs raisons, mais essentiellement techniques. Il y avait l'idée de faire des expériences d'optique qui appuyaient le propos mathématique et qui était un peu le clou de la conférence. Et ça nécessite beaucoup d'espace et ça se prête pas du tout au format Twitch. Et on a fini par renoncer. Donc les soirées mathématiques de Lyon reprendront à la rentrée. Ceci dit, d'ici là, vous avez des petites choses que vous pouvez faire. En particulier, dès mercredi, donc ce mercredi, je vous recommande d'aller faire un tour au séminaire de la détente. Donc je vous ai mis ici le lien pour suivre l'exposé qui sera donné par Christian Mercat. Donc c'est à 18h, faites une capture d'écran si besoin. Donc ça c'est pour l'immédiat, c'est cette semaine et je vous recommande vraiment d'y être. Et puis je voulais également vous parler du Math Game. Donc le Math Game va continuer. La personne que nous allons recevoir c'est Aurélien Alvarez et ça sera donc un peu plus tard, dans un peu plus d'un mois, ça sera le 12 avril à 20h. Et ça sera sur From Math to Serious. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne continuation avec les mathématiques et à bientôt. À bientôt.